OK. Alors, bonjour et bienvenue pour ce petit webinaire du 29 septembre 2020. Donc, on est mardi. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous allez donc me poser de bonnes questions aujourd'hui pour faire un bon webinaire. Je blague, évidemment. Là. On va simplement partir d'un thème qui était comment gérer ses émotions. C'est une personne qui m'a posé des questions sur comment gérer ses émotions. Puis, je me suis dit, ben, ça serait peut-être intéressant de commencer le webinaire avec ce thème-là. Puis ensuite, bien évidemment, à mesure que ce ne sera pas une conférence que je vais donner, ça va être plus comme je vais plus vous parler de ce thème-là pour regarder ensemble de quelle façon qu'on pourrait mieux gérer ses émotions grâce à la pleine conscience intuitive. Donc, vous allez voir qu'il y a un volet que je vais vous présenter qui est vraiment de l'ordre de comment être en équilibre avec ses émotions d'une façon générale, puis ensuite on va aborder la pleine conscience intuitive, de quelle façon que la pleine conscience intuitive pourrait être utilisée pour mieux gérer ses émotions. Donc on va commencer doucement. Alors je vous salue à tous, ceux qui sont déjà présents pour ce petit webinaire-là. Donc la première question qui m'a été posée, c'est comment gérer ses émotions. Alors la première chose que j'aimerais aborder, en fin de compte, c'est que très bientôt, je vais proposer un petit enseignement gratuit de 4 animations, 4 entretiens que j'aurai avec les gens qui sont intéressés, qui vont présenter donc de quelle façon que l'on peut apprendre à communiquer nos intuitions à nous-mêmes, à notre partenaire, à travers le monde invisible. Et donc, dans ce sens-là, bien évidemment, mieux gérer finalement cette capacité que j'ai, moi, d'être un intuitif, de quelle façon je peux arriver à mieux communiquer à moi-même et à mon entourage ces perceptions intuitives de façon à être le plus constructif possible et de faire en sorte que je devienne de plus en plus apte à bénéficier des intuitions comme étant une source positive et évolutive pour ma propre vie. Alors ça va être un enseignement qui va être proposé très bientôt. Donc, je vous en informerai. Mais pour revenir sur cette question-là, comment gérer ses émotions, bien évidemment, c'est un grand thème, les émotions. Et cette personne-là me demandait, mais comment dans la pleine conscience intuitive, on peut arriver à... C'est quoi la façon de faire pour arriver à être plus en harmonie avec les émotions? La première chose que j'aimerais vous parler, c'est de la communication non violente. Vous connaissez peut-être la communication non violente qui est développée par Marshall Rosenberg. Et cet homme-là avait un grand objectif de vie autour de cette démarche-là. C'est qu'il s'était dit, ben moi, j'aimerais trouver une façon, un protocole, une façon de faire, une façon de manière pour que les gens arrivent à mieux communiquer ensemble, permettant justement à favoriser la paix et l'harmonie dans le monde. Donc, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Ça touche à quelque part, quand on parle de communication non violente, on pourrait dire que c'est une méthode de communication, mais c'est plus que ça. C'est une façon de réfléchir à comment un être humain peut partager avec un autre être humain qu'est-ce qui se passe en lui de la façon la plus intelligente possible, permettant justement d'amener une transformation mondiale, puisque c'était ça un peu l'objectif que Rosenberg avait quand même quand il a mis en place cette communication non violente. Et j'aimerais ça peut-être vous parler de ça, de la communication non violente pour 2 raisons. Une part, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est très intéressant comme méthode de communication. Mais aussi, c'est que ça s'applique parfaitement bien à la pleine conscience intuitive. Et je vais vous expliquer en quoi. La première chose, c'est que Rosenberg, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des faits, des situations qui sont objectives, qui se produisent dans la vie. Des faits, c'est par exemple, on peut voir par exemple une personne nous mentir, on peut voir quelqu'un se comporter avec nous d'une façon, quelque part, où elle nous met à la porte, par exemple, dans un travail. Bon, il y a plein d'événements dans une vie qui peuvent être plus ou moins agréables. Et ces événements-là, quelque part, sont des réalités, c'est-à-dire qu'il s'est passé telle chose, objectivement, telle personne a fait telle chose, ça a entraîné telle chose. Bon, c'est comme une constatation de faits, de situations. Puis évidemment, nous, en tant qu'êtres humains, on aurait tendance, d'une façon très naturelle, à pointer du doigt vers une personne en lui disant c'est de sa faute, elle fait ceci, elle fait cela. Donc, à prendre un fait, une situation, puis l'attribuer cette situation-là à une personne, comme si moi, quelque part, je ne faisais pas partie du problème. Hein? Par exemple, si une situation, quelqu'un se comporte avec moi d'une façon désagréable, quelque part, cette personne-là, je pourrais dire qu'elle se comporte avec moi d'une façon désagréable, je la trouve pas correcte, je pourrais dire plein de choses. Maintenant, ça, ce serait le pointer du doigt en disant que c'est cette personne-là qui est le problème, finalement. Dans la communication non violente, la première chose qu'on va reconnaître, c'est qu'on va parler d'une situation. Quelqu'un, par exemple, m'a dit quelque chose.
OK? Ça, c'est un fait, elle m'a dit quelque chose. Maintenant, ce quelque chose-là a provoqué en moi un état. Cet état-là, finalement, peut m'amener à dire, ben, ça m'a amené de la tristesse. Hein, cette personne-là s'est comportée avec moi d'une certaine façon, et moi, ça a déclenché en moi une tristesse. Donc là, on commence à identifier un sentiment ou une émotion qui émerge en moi. Pourquoi cette émotion émerge en moi? C'est pas ma faute, quelque part. Hein. Cette personne-là, elle n'a peut-être pas voulu mal faire, elle a peut-être dit quelque chose qui n'avait pas d'intention négative, sauf que moi, dans mon propre corps, je le reçois d'une façon négative. Donc, la première chose qu'on doit comprendre ici, c'est qu'on devient un peu témoin d'une situation. La témoin d'une situation, c'est de dire, ben oui, je me retrouve témoin d'une émotion qui est en moi. Et cette émotion qui est en moi, ben quelque part, c'est pas que je veuille l'avoir, cette émotion-là, c'est qu'elle est là. Hein? C'est-à-dire que je reconnais qu'il y a une émotion qui est en moi, et cette émotion-là, ben quelque part, je suis confronté à elle. Donc, c'est un peu comme si cette émotion-là est en quelque sorte un messager. Alors, le messager, qu'est-ce que cette émotion-là a à me dire? Ben, quelque part, c'est là qu'évidemment, je vais devoir prendre le temps d'être en relation avec cette émotion-là, puis de chercher justement à décrire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis, de questionner cet état émotionnel-là pour arriver à comprendre finalement que l'état émotionnel de tristesse, par exemple, ben, il est relié à une situation, un événement que je ressens parce que, bon, dans le passé, j'ai vécu une situation similaire, ça me rappelle tout ça. Bon, il y a plein d'éléments qui vont faire que progressivement, je vais arriver à identifier, en fin de compte, un état émotionnel, puis à lui donner une explication. Alors, tout ça va se faire sans pointer du doigt l'autre personne. C'est-à-dire que je vais simplement prendre le temps d'observer qu'en moi, il se passe quelque chose qui n'est pas volontaire. Je n'ai pas voulu être triste quand la personne m'a dit telle chose, mais je le suis. Et le fait de reconnaître cet état de tristesse-là, ben, ça va me permettre justement de pouvoir me rendre compte que je suis donc responsable de cet état-là. Hein. La personne me dit quelque chose, mais c'est moi qui vis quelque chose par rapport à ce qu'elle m'a dit. Donc, en quelque part, j'en suis responsable. Et cette responsabilité m'amène à me rendre compte que dans mon corps, mon corps souhaite me communiquer des informations concernant la tristesse qui est en moi, qui vont me permettre de mieux comprendre la réaction que j'ai devant la situation que cette personne-là m'a exposée. Et je vais pouvoir ensuite, donc, effectivement, lui faire part de cette expérience que je suis en train de vivre, en me responsabilisant et en assumant quelque part que cette personne-là, hein, je ne vais pas commencer à lui attribuer des fausses intentions, je vais simplement lui faire part de moi, ce que je suis en train de vivre, ce que j'ai vécu à travers cette expérience-là. Donc, je suis dans une position de témoin. Et vous savez combien, pour ceux qui me suivent, hein, que la position de témoin est importante dans l'expérience des émotions, c'est-à-dire que dans l'expérience de la pleine conscience intuitive plutôt, c'est-à-dire que tout être humain qui veut développer son intuition doit reconnaître qu'à l'intérieur de lui-même, il y a une multitude d'interactions qui vont se faire dans mon corps dont je ne suis pas nécessairement conscient, mais qui sont là, et que toute cette multitude de réactions subtiles qui se font en moi sont des messagers. Et que plus je suis capable de reconnaître que ces messagers-là sont là pour me communiquer des informations, mais plus j'apprends à constater que plus j'interagis avec ces informations subtiles-là, plus je commence à me rendre compte que l'être humain que je suis est un être, finalement, qui est apte à devenir conscient d'une multitude d'informations subtiles dont il n'était pas conscient. Et que c'est ça un petit peu l'apprentissage de la pleine conscience intuitive. Mais ça, on va y revenir. Donc, pour revenir sur cette première étape que je vais vous parler, qui est la communication non violente, comment gérer ses émotions, bien évidemment, la première chose, c'est qu'on va observer des faits. Deuxième étape, on va prendre le temps d'identifier une émotion qui se vit par rapport au fait qui a été vécu. Et on va se responsabiliser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas pointer du doigt une personne par rapport à un événement qui s'est produit. On va reconnaître qu'il se passe quelque chose en moi, et ce quelque chose en moi, j'en suis responsable. Ce n'est pas la personne qui l'a provoqué, c'est moi qui l'expérimente. C'est moi qui donc fait émerger quelque chose. Et la raison de ça, c'est qu'il faut comprendre que si quelqu'un dirait la même phrase à 10 personnes différentes, il y a des chances que les 10 personnes vont réagir différemment et qui vont vivre des expériences émotionnelles différentes. Ça veut donc dire qu'on est tous différents et qu'à partir du moment où on accepte cette différence-là, bon, ça veut donc dire qu'on est tous spécifiques en quelque sorte. Donc, selon l'expérience qu'on a vécue, on va tous donc avoir besoin de communication qui va être différent. Et je pense que ça peut être intéressant, évidemment, de pouvoir justement faire en sorte de pouvoir partager cette information-là à un partenaire. Donc, la première étape, ça va être donc de reconnaître le fait, d'identifier donc
un sentiment, une émotion qu'on expérimente comme un témoin. Cette expérimentation va nous amener donc à constater qu'il y a une émotion qui émerge en moi. Cette émotion, je ne l'ai pas voulu, mais elle est là. Et je vais prendre le temps donc de comprendre la raison d'être de cette émotion-là. Et que plus j'apprends à reconnaître la réalité de cette émotion-là, bien, plus évidemment, je vais pouvoir ensuite expliquer à mon partenaire, sans le responsabiliser, sans le pointer du doigt, ce que je suis en train d'expérimenter. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais vraiment partager avec mon partenaire quelque chose. C'est-à-dire que tu viens de me dire telle chose et j'observe en moi, hein, j'observe en moi que ça me fait réagir telle chose pour telle raison. Et dans ces conditions, on n'est pas en train de vouloir dire que c'est l'autre qui est responsable de ça. On est vraiment en train de communiquer ce que nous, on est en train d'expérimenter comme une zone de partage. On veut lui témoigner ce qu'on vit. Et c'est normal, c'est ça la communication. Enfin, il faut se rappeler que la communication, c'est deux êtres humains qui se rencontrent et qui veulent partager quelque chose entre eux avec une autre personne. Et si je le vis seulement avec moi-même, cet état émotionnel, c'est exactement la même chose. Je suis en train de vivre un état émotionnel, je suis en train de reconnaître qui est là, puis je suis en train de reconnaître effectivement que cette émotion-là a un message à me communiquer, à me transmettre, et que j'ai besoin de me communiquer la raison d'être de cette émotion-là pour en comprendre la raison d'être. Donc, la démarche que je fais avec moi-même, la démarche que je fais avec un partenaire, c'est un peu la même chose. C'est créer une zone de partage. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, avec moi, je peux partager quelque chose, bien sûr. Mais mon cerveau, c'est le grand savoir humain. Et on pourrait dire que tout le reste du corps, finalement, c'est une multitude d'informations subtiles qui sont présentes en moi, qui me donnent accès à l'information, qui enrichissent qui je suis. Donc, si je suis capable de partager mon grand savoir cérébral avec le reste de mon corps, bien, je suis dans une zone de partage. Et cette zone de partage me permet donc d'échanger avec mon corps pour parvenir justement à comprendre que mon corps essaie de me communiquer des informations à travers les émotions, les ressentis, les sensations, tout ce que vous voulez qui se manifeste en moi. Donc, plus j'apprends à reconnaître que je suis responsable de tout ça, que ma responsabilité, en fait, c'est de être capable d'accueillir tout ça, d'accepter que tout ça soit là et de chercher justement à lui permettre d'exister, pas en le nommant. Par exemple, je pourrais le nommer avec moi-même dans un journal intime. Je peux le nommer à un partenaire parce que je suis en train de vivre quelque chose avec lui, je lui partage. Alors, vous voyez que tout ça, finalement, ça va permettre une zone de partage que je fais avec moi-même ou avec un partenaire. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Quand on comprend cette notion de gestion des émotions, la gestion des émotions, c'est de reconnaître que l'émotion a une raison d'être. Elle a une raison d'être comme un messager a une raison d'être. Un messager vient me voir, il frappe à la porte, j'ouvre la porte, il me communique à quelque part le message qu'il a à me donner. Ce message-là peut être agréable, peut être négatif, peut être vraiment moche, peut être tout ce que vous voulez, sauf que le messager, son rôle, c'est de me donner un message. Il n'y a pas d'intention négative, il n'y a pas d'intention positive, il est simplement un messager. Donc, quand on comprend les émotions sont simplement là pour frapper à la porte, pour me dire, écoute Sylvain, j'ai quelque chose à te communiquer. Alors, moi, je peux réagir par rapport à cette émotion-là en me disant, c'est inacceptable, c'est pas une bonne émotion, je ne dois plus l'avoir, ou je dois l'accueillir. Et si je l'accueille, bien, quelque part, ça me permet, moi, de faire la paix avec qui je suis automatiquement. C'est-à-dire que si j'accepte que l'émotion qui est en moi fait partie d'un processus à quelque part qui est tout à fait normal, ben, ça va me donner l'opportunité de pouvoir vraiment grandir, en fin de compte, par rapport à l'état émotionnel que je vis, parce que je ne vais pas chercher à l'inhiber, je vais chercher simplement à l'assumer. Donc, vous voyez que la communication non violente, elle nous permet cette notion de responsabilité qui fait qu'on va valoriser cette position de verticalité. Et après avoir donc bien compris le sens de l'émotion, qu'on va peut-être partager aussi avec un partenaire si c'est nécessaire, on va ensuite passer à l'étape d'exprimer le besoin qui va me permettre justement de pouvoir répondre au messager. C'est-à-dire que si je ressens de la tristesse, hein, que le messager me dit que j'ai de la tristesse pour telle raison, ben je vais chercher, moi, dans le premier temps, à me dire c'est quoi le besoin que je peux exprimer, que je peux manifester, qui va permettre à répondre à cette tristesse-là, à faire en sorte que la tristesse devienne moins importante. Hein, par exemple, si je constate que la tristesse m'amène à me sentir justement abandonné, ben de quelle façon que moi, je peux répondre à un besoin qui va me permettre de me sentir moins abandonné. Alors, c'est moi avec moi, là. Donc, je suis toujours dans une relation de responsabilité avec moi-même et je reconnais que j'ai un besoin que je peux faire pour me sentir moins abandonné et moins triste par le fait même. Et je peux également faire part d'un besoin à mon partenaire. Le besoin de mon partenaire, c'est de dire, écoute, je sens de la tristesse parce que je me sens abandonné. Puis là, mon besoin, c'est que tu puisses me prendre dans mes bras, dans mes bras parce que ça me ferait du bien, ça me sécuriserait, ça me réconforterait si tu veux bien.
On comprend ici que la communication, ce n'est pas des ultimatums, ce n'est pas des ordres, ce n'est pas un contrôle non plus sur quelqu'un. Donc, cette zone de partage dont je parlais tantôt est une zone qui implique que deux êtres humains aient une forme de bienveillance commune l'un envers l'autre. Et que si cette forme de partage n'existe pas, on comprendra évidemment qu'il y a un problème, parce que le partage est vraiment essentiel dans l'échange entre deux êtres humains. Alors donc, l'idée d'exprimer un besoin à laquelle je peux répondre moi de mon côté individuellement, et dans le cas où je suis avec une relation avec quelqu'un d'autre, d'exprimer le besoin à la personne concernée, bien évidemment, ça permet justement une forme de fluidité dans les échanges et les communications, et ça permet de dépasser l'état émotionnel. Si l'état émotionnel me dit « je suis triste » et que je réexprime un besoin pour ne plus être triste, bien quelque part, je suis en train de gérer mes émotions. Si j'exprime un besoin à mon partenaire pour lui exprimer ce que j'aurais besoin pour que je ne sois plus triste, bien s'il y a donc une réponse positive, il y a donc une autre façon encore là de gérer mes émotions. Donc, vous comprendrez quelque part que la gestion des émotions repose justement sur cette bienveillance, finalement, que moi j'ai avec moi-même. Si je n'ai pas cette bienveillance-là avec moi-même, il y a un gros problème, parce que ça veut donc dire que je vais me juger. Et si je me juge, ça veut donc dire que je ne serai pas en harmonie avec les messagers qui sont en moi, qui sont des messagers qui vont me transmettre des besoins émotionnels, par exemple. Alors, si je ne suis pas en harmonie avec ça, déjà, j'ai un problème. Et ensuite, bien évidemment, l'autre chose qui est importante, c'est que je sois capable d'être en harmonie aussi, à exprimer aussi à mes besoins face à mon partenaire, tout en me responsabilisant, tout en ne le pointant pas du doigt, mais en lui faisant comprendre que j'ai quelque chose à lui partager. Et de cette façon-là, bien évidemment, il y a une forme de fluidité dans les échanges humains, finalement. Avec moi-même, pour commencer, j'apprends donc à reconnaître que je vis des choses dans ma vie qui sont des faits. J'apprends donc à identifier les sentiments et les émotions qui se manifestent en moi, qui émergent en moi. Je prends le temps de reconnaître que ces émotions-là, ces sentiments-là qui sont en moi, me font vivre une expérience, me font vivre des états d'âme, me font penser à des choses, me ramènent à plein d'informations. Je prends conscience que j'ai une responsabilité par rapport à cette gestion émotionnelle-là. C'est pas parce qu'une personne m'a dit quelque chose que ça déclenche quelque chose que c'est elle qui en est responsable, c'est que ça déclenche quelque chose qui est en moi, que je dois faire du ménage avec. Donc, ça me met dans une position de responsabilité où j'apprends à gérer cela en exprimant aussi les besoins qui vont me permettre de justement me dégager de ces états émotionnels-là. Et dans une relation à deux, bien évidemment, d'exprimer à l'autre personne le besoin qui est en moi pour justement permettre à quelque chose de plus fluide de prendre forme. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que ce que je viens de vous exprimer, pour moi, c'est une gestion émotionnelle. Comment on peut gérer nos émotions, moi avec moi-même, moi avec un partenaire. Et vous allez me dire, oui, mais les moments où c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Pourquoi? Deux êtres humains ne sont pas nécessairement bienveillants l'un envers l'autre. Pourquoi? Mais parce que dans un contexte éducationnel, depuis le début des temps, je pense que l'être humain, malheureusement, n'a pas mis en évidence cette notion de bienveillance entre humains. C'est-à-dire qu'on a développé des conditions qui font que des êtres humains ont plus de chances que d'autres, des gens ont plus de richesses que d'autres, etc. Donc, ça crée des relations dans lesquelles l'autorité existait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de l'autorité sur d'autres gens, il y a des gens qui ont des pouvoirs plus importants sur d'autres gens, etc. Donc, tout ça, ce n'est pas de la bienveillance. Tout ça, c'est une forme de contrôle, de pouvoir qu'on développe les uns contre les autres, et qui vont faire que cette volonté de partager de l'information émotionnelle va apparaître finalement comme étant nuisible. Hein, quelqu'un qui a un pouvoir, qui est un patron, ben, il n'a pas envie de tenir compte des émotions des autres personnes pour pouvoir contrôler les autres. Maintenant, vous savez sans doute, hein, évidemment, qu'à un certain temps, on a beaucoup parlé du quotient intellectuel comme étant la façon de mesurer l'intelligence humaine. Et aujourd'hui, on a de plus en plus reconnu qu'il existait l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? On comprend aujourd'hui qu'un bon patron n'est pas celui qui va dominer les autres par une autorité très dure et très ferme, mais celui qui va être capable de comprendre les autres. Vous voyez la nuance? Comprendre les autres, c'est donc dire de comprendre effectivement que les employés que j'ai ne sont pas donc des esclaves, ce sont des êtres humains qui ont des émotions, qui ont des états d'âme, et que si je comprends leurs émotions et leurs états d'âme, je vais être capable de beaucoup mieux les diriger parce que je vais être capable de tenir compte de qui ils sont, des besoins qu'ils ont, les motivations qui les animent, pour être capable de mieux leur donner envie de travailler pour moi. Alors, vous voyez que cette intelligence émotionnelle est vraiment fondamentale par rapport à l'évolution humaine. Et cette intelligence émotionnelle touche beaucoup ce que moi j'appelle la cohérence cardiaque, dont je vous ai déjà parlé, qui est un élément important également dans la gestion des émotions. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il est reconnu dans la pratique yogique. On disait depuis très très longtemps qu'il était possible de travailler
avec la respiration pour amener le bonheur. Alors bon, on pouvait même dire qu'on allait atteindre la réalisation de soi par la respiration. Ça pouvait paraître un peu naïf comme façon de présenter les choses. Et par contre, c'était le pranayama, qui est une technique respiratoire yogique, ont été quand même très, très fortement développées. Et aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on a compris, on a découvert que le cerveau et le cœur avaient des ramifications. C'est intéressant de se le rappeler, puisque ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si on donne des conditions favorables pour que le cœur s'harmonise au cerveau, bien, on favorise à ce moment-là une prise de conscience, une ouverture du cœur, pourrait-on dire, où l'être humain va mieux gérer le stress qui l'anime dans sa vie, parce qu'il va être capable de rester dans une position de témoin. C'est intéressant. Position de témoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive dans une salle, il y a des gens qui sont présents dans la salle, et je ne suis pas en train d'interpréter avec mes émotions ce que je vois, je suis en train de poser un regard de témoin par rapport à ce qui se passe autour de moi. Donc, je n'ai pas de préalable favorable ou défavorable envers ce qui se passe autour de moi. Je suis simplement dans une position d'ouverture, et je vais donc être capable donc, de mieux communiquer parce que n'ayant pas de préconception de la situation, je vais prendre le temps d'être à l'écoute d'elle. Alors, la cohérence cardiaque, c'est ça qu'elle contribue à faire, c'est de garder le cœur flexible. Parce que quand on parle de non-cohérence cardiaque, on parle d'un cœur qui va être souvent dans un état de tension. Et quand on est tension, pourquoi on est tendu? C'est parce qu'à quelque part, on arrive dans une situation et on est stressé. Pourquoi on est stressé? Parce que justement, on a des appréhensions par rapport aux événements et aux situations qui pourraient se produire dans la situation où on se trouve. Alors que dans un état de cohérence cardiaque, on arrive détendu et on arrive réceptif à ce qui se passe autour de soi. Donc, je pense que c'est important finalement de bien comprendre que ça peut être effectivement un élément vraiment très important de bien comprendre tout cela. Donc, ça, c'était pour vous parler donc de ce deuxième élément, c'est-à-dire, je vous ai parlé de la communication non violente, qui est une façon de gérer nos émotions. La cohérence cardiaque en est une autre. Et de quelle façon qu'on peut la développer? Très simplement, c'est simplement en respirant 3-6, c'est-à-dire on inspire 3 secondes et on expire 6 secondes. Et ça, on va le faire pendant 5 minutes, autant de fois qu'on le désire. Donc, évidemment, ça peut durer plus longtemps, hein, mais on dit que dans l'état de 5 minutes, on parvient justement à amener cet état de cohérence cardiaque, du moins de le favoriser. Donc, ça peut être intéressant de se rappeler que chacun d'entre nous, nous pourrions développer cette fameuse cohérence cardiaque-là en développant ces techniques respiratoires que je viens de vous nommer, 3-6 tout simplement, et dans lesquelles vous allez pouvoir donc développer, être moins attentif ici, plus attentif là. Quand on arrive à bien faire une cohérence cardiaque, on sent quelque part un apaisement du cerveau et on se sent justement plus habité ici. On se sent plus calme, plus détendu, on est moins dans nos émotions, on est plus dans une position de témoin, justement, et on est capable donc de faire face à notre vie d'une façon plus régulière. L'intérêt de la cohérence cardiaque qui a été observé à travers les recherches, c'est qu'on a constaté que les gens étaient plus heureux, étaient plus intuitifs, étaient plus flexibles, étaient plus connectés avec leurs besoins et les besoins des autres. Donc, ça favorise toute cette notion de partage. Donc, quand on parle de comment gérer nos émotions, donc je vais parler donc dans un premier temps de la communication non violente, des bases de la communication non violente, pour vous rappeler quelque part que c'était des éléments fondamentaux qui vont nous amener justement à mieux gérer nos émotions. Et d'autre part, la cohérence cardiaque, si on la pratique régulièrement, c'est une autre façon de pouvoir justement favoriser des bonnes conditions pour être de plus en plus en harmonie avec nos émotions également. Donc ça, c'est 2 éléments que j'avais envie de vous partager concernant cette gestion des émotions. Le 3e élément, c'est quelque chose que vous connaissez aussi, c'est la pratique de l'enracinement. Pourquoi la pratique de l'enracinement est utilisée en pratique chamanique depuis si longtemps? Pourquoi je vous en parle aussi souvent? C'est que la pratique de l'enracinement me permet, moi, d'abandonner mon esprit quelque peu cérébral pour davantage me connecter avec mon corps. La pratique de l'enracinement, finalement, c'est une façon de jouer avec mon imagination, pour utiliser le support imaginaire, pour voyager dans mon propre corps, pour me permettre de constater que mon propre corps est en interrelation avec la vie. Et la vie n'est pas uniquement dans ma tête, elle est, par exemple, sous mes pieds. Quand je sais que je marche sous le sol, bien, le sol sur lequel je suis, c'est la planète Terre. La planète Terre est un organisme vivant dans lequel il y a un champ électromagnétique qui est émis de la planète et que moi, grâce à ce support imaginaire, je suis capable de me syntoniser avec l'énergie de la Terre pour la faire voyager en moi et me connecter également avec l'énergie du ciel pour la faire voyager en moi. C'est donc dire que je suis comme une antenne et cette antenne-là, plus j'interagis avec le fait que je suis une antenne, donc de faire vibrer cette antenne-là avec l'énergie tellurique de la Terre
l'énergie cosmique du ciel, bien, plus évidemment cette énergie circule en moi, plus je deviens un peu comme un amplificateur. Et l'amplificateur va me permettre de faire quoi? Il va me permettre d'amplifier mes perceptions internes et le fait que ces perceptions internes soient plus présentes, bien, va me faire comprendre à quelque part quand dans mon corps, il y a de la vie. Et ce que le corps va me transmettre, c'est évidemment des signaux visuels, des images, des sensations, des mots qui vont me donner de l'information sur moi-même. Donc, la pratique de l'enracinement, c'est un peu comme une technique psychocorporelle. La technique psychocorporelle, ça inclut finalement l'idée que je ne suis pas simplement une tête. On n'est pas en train de faire de la psychanalyse, par exemple, où on a mis beaucoup l'emphase souvent sur l'esprit, mais on reconnaît quelque part que la tête est reliée au corps et que le voyage psychocorporel que je fais avec la pratique de l'enracinement, c'est un voyage qui me permet de constater que mon corps souhaite me communiquer de l'information. Alors, dans ce sens-là, la pratique de l'enracinement, si on la fait une fois par jour, comme je l'ai souvent dit, et même plusieurs fois par jour, ça peut être une belle façon de se relier à ce qui se passe à l'intérieur de moi plutôt que de rester dans ma tête. Et encore là, on contribue à quelque chose qui est similaire à la cohérence cardiaque. Alors souvent, qu'est-ce qui est proposé? C'est une pratique d'enracinement. Après ça, une séance de respiration, 3-6, pendant à peu près 5 minutes. Et on peut finir avec une méditation dans laquelle on va simplement respirer dans notre cœur au rythme que l'on souhaite. Et on peut observer à travers cette pratique-là toute simple que je viens de vous nommer qu'on peut vraiment devenir plus conscient quelque part de ce qui anime notre cœur. On peut, lorsqu'on fait notre méditation dans notre cœur, prendre un thème, par exemple le thème par exemple, je me sens triste actuellement, donc on peut simplement respirer en étant attentif à cet état émotionnel de tristesse et observer qu'est-ce qui va se passer pendant qu'on va respirer dans notre cœur. Donc les images, les sensations, les mots qui pourraient se manifester vont être une façon également de justement être de plus en plus conscient de ce qui se présente à l'intérieur de moi. Alors encore une fois, ce que je viens de vous proposer, c'est une autre façon de gérer nos émotions. C'est-à-dire que gérer nos émotions, c'est quoi? C'est de constater qu'il y a des émotions, on est tous émotionnels, donc on en a tous des émotions. Il y a des gens parmi nous qui avons appris à nous désensibiliser de nos émotions, c'est-à-dire de prendre nos émotions puis les mettre profondément, les enfouir profondément en dessous du tapis, comme on dit. Et il y a d'autres gens qui sont constamment dans les émotions, qui sont constamment à fleur de peau. Donc, l'idée là-dedans, c'est de gérer nos émotions pour comprendre quelque part que nos émotions sont des messagers. Ces messagers sont là pour nous transmettre de l'information et que plus je cherche à m'harmoniser à elles, plus j'apprends à me responsabiliser par rapport à ma propre vie et que j'apprends à assumer qui je suis véritablement. Et non pas de la façon que je souhaite être. J'apprends vraiment à assumer qui je suis véritablement. Et ça, c'est vraiment important de faire cette nuance-là. Alors ça, c'était donc des éléments que je voulais apporter concernant la fameuse question de comment gérer ses émotions. L'autre chose que j'aimerais peut-être ajouter, c'est le journal intime. Le journal intime, c'est quelque chose que moi, je propose beaucoup dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que le journal intime est une façon de m'accompagner. M'accompagner, ça veut donc dire à travers le temps, à travers l'espace-temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire, ben, tiens, à partir de maintenant, j'apprends à tenir compte de moi, j'apprends à m'observer, j'apprends à me regarder. Et si je note dans mon journal intime régulièrement ce qui se passe dans ma propre vie, ben, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'apprendre à, encore une fois, être un témoin de ce qui se passe en moi et de m'accompagner avec bienveillance par rapport à ce qui se passe en moi, en comprenant que si je tiens un journal intime, c'est que justement, je veux me tendre la main et je veux devenir ami avec moi pour que justement, je me sente de plus en plus en harmonie et de plus en plus en paix avec moi. Encore une fois, on apprend à gérer nos émotions à travers aussi cette façon de s'accompagner. Parce que s'accompagner, c'est facile de dire, ben, aujourd'hui, je suis content, je me suis accompagné, j'ai fait une bonne journée. Mais si on ne cherche pas à pratiquer cet accompagnement-là chaque jour, ben, quelque part, on est dans une espèce de mouvement un peu comme des montagnes russes, où on ne gère pas nos émotions, où on les gère seulement quand on est en état de crise, puis que tout le reste du temps, on ne les gère pas. Donc, on arrive inévitablement à renouer contact avec une forme de crise. Et je pense que ça peut être intéressant, évidemment, de chercher à trouver une forme de stabilité. Et les moyens que je vous ai donnés jusqu'à maintenant, c'est un tout dans cette idée-là, quelque part, de chercher à développer cette notion de stabilité. Le dernier point que j'avais envie de vous parler, mais évidemment, c'est de la pleine conscience intuitive, puisque le thème de la question à l'origine, c'était de dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions dans la pleine conscience intuitive? Bien, je pense que je vais donner des éléments, c'est tous des éléments qui se retrouvent dans la pleine conscience intuitive que je vous ai nommés à travers d'autres approches, évidemment. Je vous ai parlé de communication non violente, je vous ai parlé de cohérence cardiaque, on a parlé de la pratique de l'enracinement, mais tout ça, finalement, sont des techniques, évidemment, qui se retrouvent dans la pleine conscience intuitive, puisque la pleine conscience intuitive, c'est un ensemble d'approches qui ont été mises, qui se sont
combiner ensemble pour parvenir justement à chercher à développer la pleine conscience intuitive. Donc, la pleine conscience intuitive a 3 grands volets, comme vous le savez sans doute. Donc, il y a la lecture intuitive, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins. Alors, évidemment, tout au long de la pleine conscience intuitive, de quelle façon qu'on va apprendre à gérer nos émotions? Première chose, on sait qu'on est un témoin et on sait quelque part que le véhicule imaginaire me permet de voyager en moi. Donc, quand je vis une émotion, quelle qu'elle soit, ben, ma capacité de voyager me permet de me communiquer avec l'émotion. L'émotion, admettons, je peux la ressentir dans mon ventre. Ben, je peux donc développer des techniques pour habiter mon ventre, pour me sensibiliser avec l'émotion qui est là et de reconnaître que cette émotion-là souhaite me communiquer quelque chose à travers des images, des sensations et des mots. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le temps de décrire ce que je vois, entends et ressens et de le questionner. Questionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un messager, cette émotion-là, bien, ce messager-là, bien évidemment, il y a un message à me donner. Donc, s'il y a un messager qui est devant moi, bien, je vais lui dire, qu'est-ce que tu as comme message à me donner? Je vais m'adresser à lui pour qu'il m'informe de l'information qu'il souhaite me communiquer. Donc, c'est exactement ce que je vais faire dans la pleine conscience intuitive. C'est donc un apprentissage pour découvrir effectivement que j'ai un cerveau qui est là, mais j'ai une conscience multiple qui est dans mon corps. Et cette conscience multiple me transmet une somme d'informations. Et si je ne suis pas attentif à cette somme d'informations-là qui est en moi, ben je reste dans ma tête. Si j'accepte de jouer le jeu, de pénétrer dans mon corps pour comprendre que dans mon corps, il y a une multitude de messagers qui sont là, qui veulent me transmettre de l'information, ben je vais devenir plus conscient de ce que je suis, de ce que mon corps souhaite me communiquer. Et de cette façon-là, je vais pouvoir arriver à développer la pleine conscience intuitive. Donc, c'est ça un peu le jeu de la pleine conscience intuitive, c'est de comprendre qu'on peut communiquer avec notre corps, que notre corps, évidemment, peut communiquer d'une certaine façon dans mon genou, tout comme dans mon ventre, d'une façon différente, tout comme dans mon pied, d'une façon différente. C'est donc dire qu'on a plusieurs états de conscience dans notre corps. Et ces états de conscience-là, plus on apprend donc à voyager autour de soi, plus on apprend à faire la paix d'une façon globale sur tout notre corps, puisque tous ces états de conscience-là distincts et différents, bon, on cherche à les comprendre, à les reconnaître avec bienveillance, qui font qu'à un moment donné, on arrive à une forme de sentiment d'unité, c'est-à-dire qu'on n'est plus en contradiction avec soi, puisque toutes les facettes de nous qui pourraient être en contradiction, bon, on a cherché à les écouter, à les écouter avec bienveillance et à s'harmoniser à chacun d'eux. Donc, l'étape première, qui est la lecture intuitive, c'est d'apprendre à se connaître. Et se connaître, non pas avec la tête seulement, mais à travers ce voyage intérieur où on accepte l'idée que j'ai beau être Sylvain Bélanger, j'ai beau avoir un certain âge, j'ai beau avoir une certaine expérience, une certaine connaissance de ma vie, je suis un être vivant. Et cet être vivant-là peut être surpris par lui-même, c'est-à-dire que le corps qui évolue, qui est le mien, bien, il peut me surprendre par des informations que je n'avais pas entrevues jusqu'à maintenant, parce que je suis dans un processus d'évolution, je suis dans un processus de mouvement interne qui est constant et continu, et j'ai la responsabilité de m'accompagner dans ce processus d'évolution-là. Alors, c'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre, la pleine conscience intuitive, c'est que je vais donc être constamment, jusqu'à la fin de ma vie, être attentif à ce qui se passe en moi et les lectures intuitives que je vais faire sur moi-même vont me permettre de m'enrichir par rapport à ma propre vie et à mieux comprendre qui je suis, à mieux comprendre que j'évolue, que je me transforme, que je me change et avec bienveillance, je vais m'accompagner dans ce processus-là. Le deuxième élément qui est vraiment important, c'est ce que j'appelle, moi, la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui va nous rapprocher un petit peu de la communication non violente, puisque la communication non violente dit exprimer les besoins. Hein, c'est-à-dire exprimer un besoin que j'ai, de me l'exprimer à moi-même et d'y répondre, ou l'exprimer à un partenaire, puis y répondre. Donc, dans la déprogrammation de la mémoire cellulaire, la distinction, c'est qu'évidemment, on part du principe qu'on est une antenne et que cette antenne-là, quelque part, elle vibre avec de l'information. Et on sait qu'en physique quantique, l'information, maintenant, c'est quelque chose qui est de l'ordre c'est quelque chose qui peut être très, très subtil. Alors moi, par exemple, je pourrais dire, j'ai besoin d'amour. L'information d'amour, quelque part, je l'ai en moi, puisque j'ai déjà expérimenté l'amour à un niveau plus ou moins important. Et comme j'ai déjà expérimenté, quelque part, ça veut donc dire que j'ai la capacité de me donner cet amour-là à travers justement cette capacité que j'ai de créer une information amour. Et cette information amour-là, si je la transmets à mon genou qui m'exprime ce besoin d'amour-là, je vais donc répondre dans les médias au besoin qui est présent dans mon genou. La particularité de la chose à ce moment-là, c'est que quand je donne ce besoin-là
qui m'est demandé à mon genou, ce que je vais constater, c'est que mon genou va me montrer, va me faire découvrir quelque part que quand je lui donne ce dont il a besoin, il y a une transformation qui se fait dans mon genou. C'est-à-dire, c'est un peu comme une action thérapeutique que je fais qui me permet d'une part à mieux comprendre ce que mon corps souhaite me communiquer, puis à lui donner les moyens pour qu'il puisse justement être de plus en plus en état d'harmonie et d'équilibre et de paix. Donc, vous voyez que plus j'arrive à faire une déprogrammation adéquate, en quelque sorte, plus j'arrive justement à comprendre qui je suis d'une façon de plus en plus importante parce que je déshabille les fausses informations. On va dire ça comme ceci. C'est-à-dire que je vais, dans un premier temps, avoir une information qui va être assez complexe, qui va se transmettre à moi, et plus je la déprogramme, plus cette information qui peut être complexe va se devenir de plus en plus fine et de plus en plus me connecter avec l'origine des choses. Ce qui veut dire que le messager qui pouvait arriver avec plein d'informations complexes va à la fin me montrer une image claire de ce qu'il est et des besoins qui sont en lui. Et c'est de cette façon-là que la déprogrammation de la mémoire cellulaire est si importante, c'est qu'elle me permet de me libérer de finalement plein d'informations quelque part qui pourraient m'empêcher de pouvoir accéder à ma propre vérité. Alors, vous voyez que c'est un autre élément, donc, que je crois qui est assez important, qui est cette notion de déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui est un jeu de l'esprit. Il faut bien comprendre le jeu de l'esprit dans le sens que moi, je suis créateur et par mon pouvoir d'intention, je peux créer tout ce que mon corps me demande et je peux lui donner. Donc, on revient avec la communication non violente dont je vous parlais tantôt, dans lequel je vous disais qu'il fallait dans une première temps être dans une position de témoin. Dans la pleine conscience intuitive, il faut être dans une position de témoin. Il faut ensuite arriver à être capable d'accueillir le messager. Alors, dans ce processus de la pleine conscience intuitive, on apprend à accueillir les messagers qui sont les images, les sensations, les mots. On apprend à les décrire. On apprend ensuite, évidemment, à les questionner. Puis ensuite, on leur apprend à leur demander ce dont ils ont besoin dans l'immédiat. Et c'est là que la déprogrammation de la mémoire cellulaire va se manifester. Et la troisième étape, évidemment, c'est la technique de soins. Alors, une des techniques de soins que moi, je privilégie beaucoup dans un contexte d'harmonie des émotions, c'est une technique de réunification dans laquelle on apprend simplement à amener l'énergie dans notre cœur. Alors, là, je vais le faire très simplement. Si c'était dans mon genou que j'avais une émotion, je prendrais mon genou, j'allais l'amener dans mon cœur et j'observerais de quelle façon que l'énergie accepterait de pénétrer dans mon cœur. Alors évidemment, dans le processus de pleine conscience intuitive, comme on fait tout en pleine conscience intuitive, on cherche donc à comprendre à quelque part les résistances, les réactions, et dans ce sens-là, de faire tout ce qu'il faut pour arriver justement à arriver donc à un processus de réunification. La réunification, c'est que l'énergie accepte de pénétrer dans mon cœur. Et je dis accepte, ça veut donc dire que dans certains cas, quand je suis en conflit avec quelque chose qui est en moi, ben peut-être que je vais constater que l'énergie va avoir beaucoup de difficulté à l'amener dans mon cœur parce que je vais être en conflit avec elle. C'est intéressant cette idée-là, puisque ça nous ramène qu'un guérisseur, qu'est-ce que c'est? C'est un être qui aime. L'être guérisseur qui aime, le pouvoir de l'amour, on en parle souvent dans la guérison, mais je pense que dans notre travail d'harmonie des émotions, qu'est-ce qui fait qu'on va être capable d'être en harmonie avec soi? C'est qu'on n'est pas en conflit avec nous-mêmes et qu'on est dans un processus d'harmonisation avec les émotions qui sont en soi. Et que plus on fait ça, mais plus on arrive justement à une forme d'équilibre et d'harmonie dans notre capacité à être en accord avec nous-mêmes dans la profondeur de notre être. Et c'est un peu le sens c'est ce que j'avais envie de vous partager concernant donc la gestion des émotions. Alors évidemment, s'il y a des questions, des interrogations, bien évidemment, ce serait le moment de les poser sur ce thème-là. Et évidemment, ce serait le moment de poser les questions que vous souhaitez, que vous le voulez, sur les sujets qui vous intéressent. Ça peut être sur votre vie ou sur d'autres thèmes, bien sûr, comme on le sait déjà. Il y a Brigitte qui me demande une question. Alors, bonjour Brigitte, pour commencer. Je suis présentement avec un module mission de vie. J'aimerais, afin de poursuivre, que tu puisses me confirmer si je suis relié avec la famille des serviteurs, chakra du cœur. Merci, car j'ai plusieurs chakras à pourcentage similaires et je suis confuse. Donc, c'est sûr que quand on fait référence à cet enseignement-là de mission de vie, on fait référence donc à un enseignement dans lequel on parle des 7 grandes familles de l'âme. Les 7 grandes familles de l'âme, peut-être pour donner une information pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est donc le Bâtisseur, qui est la première famille d'âme, qui est reliée au chakra racine, les communicateurs, qui sont reliés au chakra sacré, les guerriers, qui sont reliés au chakra solaire, et également donc les serviteurs, qui sont reliés au chakra du cœur, les créateurs au chakra de la gorge, les philosophes au chakra frontal et les spirituels au chakra couronne. Donc, ça veut dire qu'on est tous, nous, en fin de compte, on est les 7 familles d'âmes, on est tous habités par elles, sauf que dans notre évolution, tout au long de notre vie, on constate qu'il y a des dominances qui vont prendre forme. C'est-à-dire qu'on va constater que l'une ou l'autre des familles prend plus d'importance que les autres.
Et la question de Brigitte, c'est de déterminer justement une confirmation pour déterminer si elle est reliée donc à la famille des serviteurs. Alors, évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est que je vais prendre le temps simplement de regarder ton énergie et te dire où est-ce que je sens qu'il y a une dominance, disons. Et cette dominance-là, souvent, va nous indiquer le travail sur lequel qui est à faire et qui va donc correspondre à la famille d'âme plus particulièrement. Il faut savoir que pour chacune des familles d'âme, il y a des blessures émotionnelles et pour chacune, et ces blessures émotionnelles vont nous éloigner de l'expression pure de la famille d'âme et cette blessure émotionnelle-là va en générer un état de perturbation dans le chakra en question. Il y a 7 états. Il y a donc le désalignement, il y a le hyper et hypoactif, l'hyper surchargé, l'hypo-surchargé. Et ensuite, il y a donc l'état d'épuisement qui va terminer donc le processus de perturbation. Alors, dans chacune de ces étapes-là, évidemment, l'individu va s'éloigner progressivement de la nature qu'il avait au début. Donc, alors, on va regarder ça maintenant pour toi, Brigitte. Je vais te dire quelque chose, Brigitte, et on va regarder ça ensemble. Moi, ce que je te dirais, c'est que le serviteur m'apparaît être une bonne voie d'expression. Je te dirais que tu es dans un processus, par contre, de progression, je dirais, par rapport au créateur. C'est-à-dire que le serviteur, c'est une zone qui est fatiguée chez toi, parce que justement, il y a eu peut-être un abus dans ce rôle de serviteur. Et cet abus-là nous amène à envisager une voie créative, la voie du créateur, à vouloir s'exprimer. Ce qui veut donc dire que tu es en train de développer la famille des créateurs. La famille des créateurs, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu justement qui devient plus individualisé, qui devient moins manipulable. Pourquoi je dis moins manipulable? Parce que le serviteur, le danger du serviteur, c'est que c'est quelqu'un qui veut servir. Et quand on veut servir, on veut être aimé, on veut l'harmonie, on veut l'équilibre. Donc, on va faire des efforts quelquefois qui sont trop élevé par rapport à cette volonté d'être en harmonie avec les autres et les gens peuvent abuser de nous. Donc, le créateur devient, lui, est beaucoup moins sensible à cette volonté-là de plaire parce que le créateur arrive avec des idées nouvelles. Le créateur va arriver avec des idées nouvelles qui ne sont pas nécessairement du tout acceptables, même pour une collectivité, parce que le créateur arrive avec quelque chose de nouveau. Donc, habituellement, avant que les êtres humains acceptent la nouveauté, ça prend un certain temps. Donc, le créateur est habitué à être dans une position d'inconfort. Et c'est tout un petit peu que je dirais par rapport à ça. C'est que le créateur, ce serait sans doute une famille que tu es en train de développer. Pour moi, c'est l'indication d'individualisation. Le cœur équilibré et relativement individualisé, mais on sent bien que tu es en train de développer donc le créateur. Puis le créateur, le défi du créateur, et c'est ton défi aussi, c'est de ne pas justement s'isoler. Je peux être un créateur, mais de quelle façon je peux être un créateur tout en gardant un lien avec une collectivité? De quelle façon que je peux parvenir à créer tout en préservant un lien avec la communauté? C'est ça un petit peu que je te dirais qui serait le défi que tu as à découvrir par rapport à ça. Oui, oui. En fin de compte, c'est ça que j'aimerais peut-être te dire aussi, Brigitte, puis peut-être tous. Quand on parle de mission de vie, il y a des gens qui vont dire, on a une mission de vie dans la vie, puis ça c'est fini là. Moi, ce que je dirais, c'est que la mission de vie est quelque chose d'évolutif. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple, moi, admettons, j'ai 20 ans, ma mission de vie, à quelque part, à 20 ans, est d'une certaine façon. Maintenant, si j'ai 40 ans, peut-être ma mission de vie est ailleurs. Peut-être qu'à 60 ans, elle est ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un processus d'évolution. Donc, ce serait dommage de dire, ma mission de vie, je l'ai passée, maintenant, je peux pas, je suis prêt à mourir. C'est-à-dire qu'on a tous, à quelque part, une évolution. Cette évolution nous amène à développer une maturité qui nous amène à être capable d'assumer une expression de qui on est, qui est une forme de mission de vie. Donc, une mission de vie peut évoluer à travers les temps. On n'est pas limité à une mission de vie par vie. On peut avoir plusieurs rôles importants à jouer dans la vie et c'est souvent important de se le rappeler. Bien sûr que la vie n'est pas éternelle, donc si on s'engage dans quelque chose d'important à nos yeux, c'est possible évidemment qu'une mission de vie on va se limiter à une mission de vie. Mais dans le cas, par exemple, de Brigitte, on peut déjà voir, mais moi, ce que je crois, c'est que tu as été serviteur pendant un certain temps et que ce serviteur-là, quelque part, t'a permis de construire justement une certaine forme de lassitude envers la volonté d'aider les autres dans le sens de vouloir trop les aider, et que là, tu es en train de renouer contact avec une volonté de te dire, moi, j'ai envie de reconnaître ma royauté. Ma royauté, c'est le créateur. Le créateur, c'est quelqu'un qui est capable, donc,
de comprendre qu'il n'y a pas besoin d'être compris par les autres pour se valoriser. Il peut très bien se reconnaître dans sa valeur et il peut très bien aussi faire en sorte que les autres, justement, soient capables d'accepter la valeur qu'il a. Et dans ce sens-là, on n'est plus dans cette position de vouloir aider à tout prix à ce moment-là. C'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça, Brigitte. Donc, tu peux me revenir si tu as des choses à me transmettre. Il y a San qui me dit je suis intéressé aussi pour savoir à quelle famille d'armes j'appartiens. Alors, tu as bien compris, hein, Sam, que cette information-là n'est pas une information figée. Et ça, depuis très longtemps que moi, je me débat avec cette convention humaine qu'on a tous, qui nous dit on veut figer les choses. Figer les choses, ça veut dire quoi? Bien, j'ai été dans une autre vie ceci, dans une autre vie antérieure, on veut figer les choses. Vous voyez, c'est figer. Ne pas mettre la vie là-dedans, parce que la vie est instable. Et quand c'est instable, ça nous insécurise. Donc, nous, on aime quand tout est bien rangé, puis tout est bien définitif. Ah, j'ai une mission de vie, je sais ce que c'est maintenant, je suis heureux. Alors qu'une mission de vie peut être en évolution. C'est ça que je veux vous faire comprendre là-dessus. Alors, regardez ça avec toi, Son. Toi, Sam, ce que je te dirais, c'est que la première chose que je te dirais concernant ce que je perçois de toi, c'est le communicateur. Le communicateur, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu qui est capable de communiquer. On pourrait avoir ça d'une façon très simple comme ça. Puis communiquer, c'est pas facile. On l'a vu tantôt à travers les étapes que je vous ai proposées concernant la gestion des émotions, que la communication, c'est pas toujours facile parce que communiquer, ça demande qu'on ait le courage de se tenir debout. Se tenir debout, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de reconnaître que j'ai un monde intérieur qui est le mien, qui peut être compliqué. On peut dire, ah, elle est compliquée cette personne-là, par exemple. OK? C'est pas de ma faute si je suis compliqué, là. Je suis ce que je suis. OK? Je tiens à le dire, là. C'est ça un peu l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est d'accepter justement qu'on puisse être comme on est, sans se juger, puis avec bienveillance, reconnaître qu'on a des particularités dans notre structure, dans notre façon de voir, dans notre façon de vivre, et que dans ces conditions-là, bien, si on accepte, on accueille ça, bien, ça veut donc dire qu'on n'est plus dans une problématique de se dire « je suis compliqué », par exemple, mais on est dans une problématique de dire « je suis un être qui souhaite communiquer d'une certaine façon, puis que oui, je peux être quelqu'un qui cherche la précision, qui cherche à ne pas laisser trop d'espace à l'interprétation. Donc, entre guillemets, je vais blaguer en le disant comme ça, je suis chiante ou je suis chiant. Hein, c'est-à-dire que parce que je suis dans une communication qui est précise, qui recherche une authenticité, une vérité, une précision, bien évidemment, je vais poser plus de questions que la moyenne des gens. Donc, je vais être chiante, je vais être fatigante. Les gens vont me trouver embêtante parce que je vais poser des questions. Alors, c'est certain que quand on reconnaît ça, mais quelque part, on doit se supporter, on doit s'apprécier, on doit s'aimer, on doit reconnaître la valeur de ce qu'on est et on doit aussi aller vers des gens qui vont avoir ce même envie de partage et de communication que celle que l'on a. Parce que si on se retrouve avec des gens autour de soi qui n'ont pas cette volonté de communication que nous, on va vivre un enfer. Donc, je te disais un petit peu que je te dirais par rapport à ça, Sam, qui me disait déjà, bon, oh que oui, éternellement, communication constructive, ben c'est ça. La communication constructive, elle se fait avec qui? Elle se fait avec des gens qui ont une volonté bienveillante de construire aussi une communication. Et c'est ça le piège qu'on peut rencontrer chez quelqu'un comme toi, Sam, c'est que comme tu as une volonté de construire, de communication constructive, bien évidemment, on peut s'entêter à vouloir avoir des communications constructives avec des gens qui n'ont peut-être pas la capacité de nous donner une communication constructive. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut faire attention aussi. Il y a Nathalie qui me dit, donc j'invite, bon, il y a Brigitte qui me disait, merveilleux, je suis en accord avec sortir de l'isolement. Bon, c'est bien. Donc, bienvenue, Sam, qui me dit merci beaucoup. Ensuite, il y a Nathalie qui me dit, bonjour Sylvain, pourriez-vous m'éclairer sur ma mission actuelle? Je ne travaille pas, c'était une coopération en 2011 et j'ai vraiment beaucoup de mal à savoir vers quoi me tourner pour me relier à une vie sociale. D'accord, on va regarder ça. Bonjour Boucher. Tu vois, Nathalie, on va, à travers justement ce genre d'activité, finalement, on explore un peu la mission de vie à travers les questions qui sont posées. Et puis toi, Nathalie, comment je perçois ça, c'est qu'on vient avec le communicateur, dont j'ai parlé tantôt, qui est relié au chakra sacré.
Toi, Nathalie, on pourrait dire ça comme ceci. Il y avait une profondeur dans ton chakra sacré, une volonté de communication, une volonté de se donner corps et âme, c'est comme ça que je dirais ça, face à notre entourage, etc. Et évidemment, le danger du communicateur qui n'est pas équilibré, c'est de se donner corps et âme, se perdre dans les autres complètement, totalement, et à un moment donné, évidemment, se casser. Alors moi, c'est ça un petit peu ce que je te dirais de toi, Nathalie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Alors, ceux qui me parlent que tu n'as pas bougé depuis une opération en 2011, on peut sans doute penser à quelque part que cette brisure finalement contribue aussi à créer des perturbations au niveau de la santé également euh, dans cette façon de gérer l'énergie. Alors évidemment, on pourrait te dire que ta mission de vie, toi, c'est le communicateur, tu vois. Et c'est intéressant que ça soit comme ça que ça se passe parce que quand on regarde, le communicateur est très important pour toi, puis en même temps, il est cassé. Donc, il y a quelque chose qui est comme un bris de sens pour toi. Et c'est certain qu'il faut le reconstruire. Là, j'essaie de rétablir un peu le mouvement dans ton communicateur pour voir comment ça va évoluer. Ça, c'est un peu comme l'idée de quelqu'un qui est toute petite et qui doit grandir. Alors, quand on est toute petite, on est un enfant, et quand on est un enfant, ben, quelque part, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être cajoler, on a beaucoup en demande, parce qu'un enfant est en demande, parce que c'est pas un adulte. Hein. Un enfant n'est pas capable de se gérer comme un adulte. Alors, je pense que la première chose que je te dirais, c'est ça, c'est que je perçois aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui s'est brisé au niveau du communicateur et que ça a généré quelque part cette demande, la demande de l'enfant qui a besoin énormément de besoins, hein, qui a besoin d'être soigné comme par des parents qui vont être bienveillants, puis vont être amoureux, puis vont prendre soin de lui, etc. Donc, une forme de demande qui est peut-être trop élevée chez toi. Et cette demande trop élevée fait de toi quelqu'un qui peut être souvent déçu par la vie. Par la vie, ça donne du temps au niveau relationnel, professionnel et autres, parce que justement, quand on est en demande, ben, quelque part, on s'attend beaucoup des autres. Et comme les autres, ben, quelque part, ben, ils font ce qu'ils font. Hein. On ne peut pas leur demander quelque part, on ne peut pas leur demander si on ne leur exprime pas clairement, on ne peut pas leur demander de deviner ce qu'on veut. Et je fais référence ici à la communication non violente dont je parlais tantôt, pour te rappeler, Nathalie, que la première chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'on est responsable. Donc, première chose, responsable. Si je suis responsable de ma communication, bien, si je n'exprime pas mes besoins à quelqu'un, je ne peux pas dire que cette personne n'a pas répondu à mes besoins. Je peux juste dire, ah bien, cette personne, je ne lui ai pas dit mes besoins. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas su répondre à mes besoins. Donc, on comprend ici que ça devient intéressant, cette façon de réfléchir sur comment je peux apprendre, moi, à me reconnecter avec cette envie de communication vers l'autre. Si je peux en attendre des autres, je deviens responsable de ma communication, je deviens conscient que si je veux dire à quelqu'un quelque chose, ben je vais lui exprimer, je vais lui verbaliser, je vais m'assumer dans mon besoin et dans mes demandes, ce qui va faire que ma communication avec l'autre va être plus favorable et plus constructive. C'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça, Nathalie. Alors, si tu veux peut-être me revenir, tout à fait ça, merci beaucoup. OK, c'est bien. Donc, c'était short and sweet, comme on dit. Tout à fait ça. Voilà, parfait. Donc, c'est bien. Si c'était clair pour toi, tant mieux. Ensuite, je reviens à une autre question concernant donc Boucher qui me dit si vous voulez si vous pouvez, je veux bien aussi un éclairage sur savoir à quelle famille d'âme j'appartiens. Merci pour ces beaux messages forts de sens. Euh, Boucher, moi, ce que je te dirais par rapport à ça, c'est ça touche le serviteur, le créateur, un peu comme tout à l'heure, on a vu. Euh, on pourrait parler de l'authenticité, mais relié à la communication de la gorge, là, qui est relié au créateur, qui est relié à un être, par exemple, qui peut avoir une certaine originalité. Mais si moi je suis original, je ne peux pas demander aux autres d'accepter mon originalité. Je suis obligé d'assumer mon originalité, quitte à ce que les autres puissent être pas très heureux de me voir original, pas très heureux de voir que je suis différent d'eux. C'est quelque chose d'un prêt à payer, disons. Être un créateur, être original, le prêt à payer, c'est que les gens me voient comme un original et que moi, je suis obligé d'accepter qu'eux ne me voient pas
comme ce que je voudrais qu'ils me voient. Je suis obligé de constater qu'ils me voient comme je suis, c'est-à-dire un être différent d'eux peut-être. Et ça peut être blessant, ça peut me faire du mal, ça peut m'amener donc à avoir l'impression que je ne suis pas une bonne personne, que je ne devrais pas être un créateur, que je devrais être plus un serviteur. Vous voyez, je devrais être un serviteur. Pourquoi être un serviteur? Mais parce que le serviteur perturbé, encore une fois, pas équilibré, le serviteur perturbé va avoir une tendance justement à acheter la paix, à s'harmoniser, à se dévouer à l'autre, à trouver une façon d'exprimer la plus adéquatement possible ce qu'il est, sans vouloir dévoiler qui il est vraiment. Vous voyez, c'est ça un peu que je perçois de ça, comme s'il y avait effectivement une tromperie là-dedans. Une tromperie parce que quand on se présente comme un serviteur alors qu'on est un créateur, ça veut dire qu'on a choisi d'abaisser notre niveau d'organisation, c'est-à-dire d'abaisser notre niveau de fréquence parce que le cinquième chakra est un chakra plus élevé que le cœur, et de nous mettre dans une position où on est en dessous de nos compétences, de nos forces, de nos puissances, parce qu'on ne veut pas quelque part vivre une forme de conflit avec notre entourage. C'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça, Boucher. Je ne sais pas si tu veux me revenir là-dessus pour qu'on puisse approfondir. Il y a Michel qui me dit, je pense que nous avons une mission de vie et oui, nous évoluons à cette mission de vie toujours présente pour enfants avec cette maturation, cette évolution intérieure. Depuis toute petite, je sais que j'ai une mission. C'est seulement maintenant, 62 ans, que cette mission se précise et va prendre forme. Ben, tant mieux, ben oui, tout à fait. Il n'y a pas d'âge. Pour moi, il n'y a vraiment aucun âge. Je pense à une personne, une de mes proches, qui a 88 ans et qui a été traumatisée tout au long de sa vie par rapport à l'éducation, à l'enseignement, surtout au niveau des mathématiques. Elle avait vécu des traumatismes très, très jeunes, à l'âge de 7-8 ans. Et elle avait donc été un peu un cancre, identifiée comme un cancre, elle a doublé à plusieurs reprises, etc. Et aujourd'hui, à 88 ans, et ça fait maintenant 3-4 ans, je crois, et peut-être même plus, quelqu'un mathématicien, un professeur de mathématiques qui est à la retraite, qui vient la voir, puis lui donner des leçons de mathématiques. Et elle me dit que c'est un moment de joie et que c'est un moment de grande réparation, de grande guérison qu'elle vit à travers cela. Alors, vous voyez que, juste pour vous donner l'image, à quelque part, qu'il n'y a jamais d'âge pour finalement guérir de blessures profondes. Alors, cette dame-là a 88 ans, puis elle se guérit de cette blessure-là. Donc, je pense que, Michel, ben oui, on peut très bien entreprendre une voie, un chemin, tant qu'on a envie, tant qu'on a la motivation, il n'y a aucune raison pour s'en empêcher. Souvent, les gens ont tendance à nous juger parce que, bon, ceci, parce que cela, on a plein d'éléments qui peuvent nous empêcher de nous faire confiance pour donner expression de ce qu'on est. Et je pense que ce serait vraiment dommage de s'en priver là, à ce niveau-là. Boucher qui me dit, ça me parle, ce que vous dites, j'ai longtemps été victime et me sentis intérieur et je suis en train de changer et de m'éveiller à ma spiritualité. Je me sens bizarre parfois, mais c'est ce que je suis. Je m'appelle Sandra, enchantée à Sandra. Ben oui, je pense que tantôt, je l'ai bien dit avec la communication non violente, on est tous bizarres. Tous bizarres, sauf que socialement parlant, on nous a enseigné à devoir nous conformer à une image sociale qui, elle, se veut pas bizarre. Sauf que l'image sociale est une image simplement uniforme pour que, justement, on ait l'impression d'être tous normaux. Mais on est tous bizarres. Et c'est tant mieux qu'on soit tous bizarres, puis c'est tant mieux, quelque part, que cette bizarrerie-là, on se la réapproprie, c'est-à-dire qu'on se reconnaisse le droit d'être bizarre. Parce que le bizarre, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que chacun de nous avons de spécifique. On est tous spécifiques, on est tous vivants, on est tous humains, on est tous vibrants, on est tous comme des antennes qui vibrent et on vibre à des diapasons différents. Donc, ça veut donc dire que si chacun de nous assumons notre différence, bien, quelque part, ça va faire une vie sociale beaucoup plus riche parce qu'on ne va pas être limité par des conventions de communication, des conventions de faire ceci, de faire cela, mais de vraiment se libérer pour accéder à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus stimulant, j'ajouterais aussi. Et je pense que c'est important de pouvoir se donner cette possibilité-là. Et tant mieux, quelque part, si tu te permets de vivre cela, Sandra. Je crois que encore là, ce sont des cadeaux qu'on se donne, hein, puis je pense qu'à travers la vie, et cette notion de mission de vie, c'est ça qu'elle nous enseigne. Une mission de vie, c'est un courage. Pour assumer ma mission de vie, ça demande un courage, parce que ça veut donc dire quelque part que je dis à l'humanité tout entière, je vis et j'ai envie de partager ce que je vis dans dedans de moi avec l'humanité. C'est un partage. Et qu'est-ce que je disais tantôt au niveau de la communication non violente? C'est que c'est deux êtres humains qui se rencontrent et qui vont partager quelque chose.
partager, c'est-à-dire deux êtres humains qui vont se toucher et qui vont être capables de se partager. Moi, je suis un individu seul, mais qu'est-ce que je vais faire pour communiquer avec moi? C'est que je vais partager des choses avec moi. Qu'est-ce que je vais partager? Mon cerveau va partager ce qui se passe dans mon corps. C'est un partage. Si je le rejette, ben, je suis en train de refuser un partage que mon corps me fait. Je suis en train de refuser ce que je suis. Je suis en train de ne pas être bienveillant avec moi-même. Donc, la première étape, c'est je dois être bienveillant avec moi-même. Je dois ensuite être bienveillant avec l'autre, de façon à ce que moi, je sois bienveillant avec moi-même et je sois bienveillant avec l'autre. Et l'autre doit avoir une relation similaire avec moi. Il doit être bienveillant avec lui-même, mais bienveillant avec moi. C'est ce qui va motiver une relation. C'est ce qui va faire que deux êtres humains ont envie de se voir. Hein, quand on me dit, ah, ben moi, je n'ai pas envie de voir telle personne, c'est parce que quelque part, cette notion de partage n'existe pas. Il ne faut pas chercher une méditer à 14 heures. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de voir quelqu'un? C'est parce qu'on a un sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous deux. Et ce sentiment qui se passe entre nous deux, c'est le fun. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'aime pas? C'est parce qu'on n'a pas ce partage que je viens de nommer. Donc, le partage est vraiment fondamental. J'ai un partage avec moi pour commencer, j'ai un partage avec l'autre pour poursuivre. Et ensuite, bien évidemment, face à la communauté, bien, je suis capable de partager avec la communauté, bien évidemment, je suis en train d'incarner ma lumière auprès de l'humanité tout entière. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui est l'essence fondamentale de l'expression humaine. Que je sois en harmonie avec moi, en harmonie avec mon entourage, puis en harmonie avec l'humanité, parce que j'incarne quelque chose qui font avancer l'humanité. C'est merveilleux, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Malheureusement, la société, bien évidemment, elle n'a pas contribué à ça. Donc, ça veut donc dire que quelqu'un qui va entreprendre un chemin comme celui-là, bien, il va être confronté à un regard extérieur qui ne sera pas toujours approbateur. Parce qu'on a préjugé, on a fait plein de choses, on a développé des conventions, des structures qui font qu'on ne peut pas avoir accès à toutes les couleurs de l'humanité parce que justement, l'humanité a tendance à juger certaines couleurs par rapport à d'autres. Je vous donne l'exemple de l'intuition parce que l'intuition, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis là-dedans. Et puis, j'ai vu, moi, à travers mon expérience de vie, des moments où j'ai été comme jugé, dans lesquels on essaie même de m'avoir, dans des situations télévision, etc. Donc, vous voyez, c'est comme, à quelque part, cette notion de scandale est quelque chose qui, pour moi, quelque part, l'intuition est quelque chose qui devrait être normalisé. Mais en même temps, l'intuition, quelque part, il faudrait qu'elle soit encadrée, bien sûr. On ne peut pas laisser la place à l'intuition en disant, ben, on peut dire n'importe quoi. Mais on peut donc développer certainement une meilleure pédagogie autour de l'intuition pour permettre à tous les êtres humains de développer une intuition plus importante pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que l'intuition, c'est une porte d'entrée vers une forme de sagesse intelligente qui peut s'apparenter à Dieu. Donc, on est en train de découvrir avec la physique quantique que Dieu n'est pas un être, c'est une conscience. Et on est en train de découvrir, pour moi, que l'intuition, c'est une façon de se connecter à Dieu. Et Dieu, non pas dans un contexte religieux, mais dans un contexte de conscience universelle qui nous relie à tous les êtres humains, puis que tous les êtres humains, s'ils veulent connecter avec cette conscience-là, bien, il faut qu'ils abandonnent les formes religieuses qui les limitaient à cette connexion-là, finalement. C'est une mission, c'est pour moi vouloir être au service de la source. Tout à fait, Michel, et ça, je suis bien d'accord avec toi. Les 7 grandes familles d'âmes ont tous des spécificités au niveau de leurs compétences qui les amènent à travailler avec la source. Sauf que malheureusement, les blessures émotionnelles qui sont reliées donc à chacune de ces grandes familles d'âmes-là vont les éloigner de cette source-là et vont les amener donc à développer des compétences autres. Et c'est là qu'on retrouve ce qu'on vit dans la société actuelle, c'est-à-dire une position où malheureusement, l'être humain s'est perdu en chemin. C'est-à-dire que l'être humain a développé un regard sur la vie dans lequel on a perdu cette connexion-là avec la source, justement. Marion qui me dit « Bonjour Sylvain, pendant que vous répondiez à Nathalie, j'ai ressenti une émotion assez forte. Je sens en moi aussi quelque chose de brisé, je n'ai plus tellement d'élan vers la vie. Je me demande aussi à quelle famille d'âme j'appartiens en ce moment et vers où aller pour retrouver mon élan vital et ma motivation. » On va regarder ça. Ça, Marion, on va aborder une famille d'âmes qui n'a pas été encore abordée jusqu'à maintenant. C'est le guerrier. Alors, le guerrier, c'est le plexus solaire. Alors, première chose, c'est que le guerrier, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'agir. On va dire ça d'une façon comme ça. Et on peut agir de toutes sortes de façons. Puis dans la société, on sait qu'agir, c'est une compétence que certains êtres humains ont, d'être bons, des gens qui sont capables d'être dans l'action, qui sont capables d'y aller, d'être les... Puis le guerrier, finalement, c'est quelqu'un qui est un courageux aussi. Hein. J'y vais dans l'action, j'ai pas peur, je vais le faire. Vous voyez, c'est ça un peu le guerrier.
Dans le cas de Marion, ce que je te dirais par rapport à ça, c'est qu'on sent bien que le guerrier n'est plus une énergie à quelque part qui est très forte en toi. C'est-à-dire que tu as peut-être utilisé cette énergie de guerrier, d'énergie d'action, d'une façon, quelque part, où la culpabilité est venue. C'est-à-dire que moi, j'ai beau agir, j'ai beau faire des actions. S'il y a des gens qui sont assis à côté de moi, qui me regardent faire, puis qui me disent c'est pas bien ce que tu as fait, c'est pas comme ça qu'il fallait que tu le fasses, je ne sais quoi, on développe finalement une impression d'absurdité. C'est-à-dire que je suis un guerrier, j'aime agir, mais en même temps, les actions que je pose sont jamais les bonnes. C'est jamais comme il fallait que je le fasse. Donc, à quelque part, progressivement, on développe ce que j'appelle une impuissance. L'impuissance, c'est se dire, ben moi, ma seule compétence, c'est d'agir et je me fais tout le temps juger sur l'action que je fais. Donc, ça m'amène à me dire, mais finalement, j'ai peut-être pas avantage à agir, j'ai peut-être pas à faire quoi que ce soit qui va m'amener vers l'action parce que finalement, l'action n'est pas une bonne chose pour moi. Alors, vous voyez, ça, c'est une chose qui peut être à regarder de ce côté-là, Marion. Et on va essayer de, peut-être que tu peux me faire un commentaire là-dessus, mais aussi je vais essayer donc de rétablir un peu le mouvement dans le plexus solaire pour te donner une information plus spécifique là, concernant ça. Tu vois, Marion, ce qu'on sent quand on fait bouger l'énergie dans ton plexus solaire, c'est la colère. Puis la colère, c'est une énergie qui est, comme on dit, c'est un messager. L'émotion de colère, c'est un messager. Pourquoi le messager de colère est là? C'est parce qu'on ne l'a pas entendu. C'est-à-dire que l'émotion de colère a déjà été présente en soi, mais on ne l'a pas entendue. On n'a pas entendu à quelque part que la colère était là. Donc, quand on ne l'entend pas, ben la colère, elle frappe à la porte. Elle frappe à la porte, puis elle frappe à la porte. Puis si on ne l'en entend pas, ben quelque part, c'est comme si on faisait la sourde oreille. Donc, la colère devient quelque chose qu'on ne connaît plus. On n'entend plus ça, on ne veut pas l'entendre parce qu'elle nous dérange. Elle nous dérange parce qu'elle nous met en contact avec l'obligation, si je suis en colère, de devoir communiquer avec quelqu'un, de partager avec quelqu'un quelque chose que je n'ai pas envie de partager avec lui parce que la colère me fait un peu peur, j'ai un peu peur de la réaction qu'il pourrait avoir. Donc, je vais inhiber cette expression-là, qui vont dire que je vais ne plus favoriser le partage. Le partage n'existera plus. Il n'y aura plus aucun partage parce que justement, la seule émotion qui est en moi, qui est très forte et qui voudrait s'exprimer, je vais l'interdire. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre que progressivement, on ne voit plus d'intérêt à se lever debout même, parce qu'on se dit, ben, j'existe plus. Pourquoi j'existe plus? Ben, parce que j'ai compris que le seul moyen pour moi de me relier aux autres, c'était d'inhiber quelque chose qui est très fort en moi, qui a besoin de s'exprimer parce que j'en ai marre, justement, qu'on ne me valorise pas et qu'on ne me reconnaisse pas. Donc, j'ai appris effectivement à empêcher quelque part cette forme de frustration, de mécontentement en moi, parce que j'ai l'impression que le seul moyen pour moi de préserver mes relations avec mon entourage, c'est de continuer à faire semblant que tout va bien. Alors, c'est là quelque part qu'il y a nécessairement un changement à avoir à ce niveau-là, Marion. Tu me dis, oui, c'est très parlant, incroyable, mais ça doit dater de l'enfance, de grosses blessures émotionnelles peut-être. Oui, mais je suis revenu au présent, Marion. Moi, je vais te dire mon opinion, puis tu feras un peu ce que tu veux avec ça, parce que j'ai pas, c'est pas une lecture qu'on fait. Puis, de toute façon, même dans les lectures intuitives, moi, ce que je dis aux gens, c'est que je suis là pour vous donner l'information. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là pour vous transmettre de l'information, pour vous reconnecter avec les messagers qui sont en vous. Et le messager que moi, je sens qui est relié à cette colère-là chez toi, c'est une émotion qui ne s'est pas exprimée parce qu'encore, on a peur. On a peur parce qu'évidemment, quand on exprime la colère envers notre entourage, bien, inévitablement, il y a un risque qu'on prend à le faire. Parce que si je dis que je suis en colère contre quelqu'un qui, lui, il ne prend pas que je suis en colère parce qu'il n'accepte pas, il trouve que c'est inacceptable que je sois en colère, que ce n'est pas correct ce que je lui dis, c'est pas correct ce que les demandes, les reproches que je peux lui faire, bien, inévitablement, ça va créer une impasse. Et cette impasse-là m'amène à me dire, bon, ben, je suis encore responsable, c'est encore de ma faute, j'aurais pas dû lui dire, maintenant que je lui ai dit, ben, il me le reproche. Vous voyez, on tombe dans une espèce de piège. Ce piège-là, effectivement, me ramène encore une fois à l'interdiction. Et c'est là, quelque part, la problématique que tu as, Marion. Je dirais la problématique, mais la solution qui vient avec aussi, c'est que tu vas devoir finalement accepter de possiblement faire un deuil. Faire le deuil, c'est de dire, moi, je n'ai pas à avoir raison, cette personne-là. Là. Elle peut-être, elle a le droit de me dire que cette colère-là, elle ne veut pas l'entendre, que ça ne lui fait pas son affaire, ça ne lui convient pas, qu'elle ne veut rien entendre, etc. Mais moi, mon devoir, c'est de me responsabiliser par rapport à cet état émotionnel-là, puis à reconnaître que cet état émotionnel m'amène à vouloir partager avec des gens qui vont être désireux d'accepter quelque part l'état d'âme que j'ai en dedans de moi.
Donc, si cette personne n'est pas capable de l'entendre, bien, peut-être que j'ai à focuser sur des gens qui, eux, vont être capables de l'entendre. Donc, de moins investir de l'énergie vers des gens qui ne sont pas intéressés à l'entendre pour orienter mon attention vers d'autres gens qui vont avoir envie de l'entendre. Et il y a des chances que parce que je vais aller dans cette autre direction-là, que ceux qui ne voulaient pas m'entendre avant, bien, ils vont peut-être se dire, bien, finalement, cette personne-là est en train de me quitter, est en train de prendre une autre direction. Donc, si je veux avoir un échange avec elle, un partage avec elle, il va falloir peut-être que j'écoute ce qu'elle a à me dire. Donc, vous voyez, c'est ça un peu qui est la vie, en fin de compte. On ne peut pas, nous, se battre contre les autres. Tantôt, avec la communication non violente, on l'a bien fait comprendre, cette notion de partage, on n'est pas en train de vouloir s'imposer à quelqu'un, on est en train de vouloir partager avec quelqu'un. Et si l'autre personne me dit, oui, j'ai envie de partager avec toi ce que tu me dis, ça veut donc dire qu'elle va s'asseoir, puis qu'elle va accepter que je vais partager avec elle ce que j'ai à partager. Donc, je ne suis pas en train de lui dire, je vais te partager quelque chose de beau et de merveilleux. Je suis en train de te partager qui je suis. Et ce que je suis n'est peut-être pas merveilleux et fantastique. C'est ce que je suis. Et je te le partage parce que je t'aime assez pour te faire valoir quelque part que ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est quelque chose qui est à moi et que j'ai envie de te partager pour que tu comprennes mieux qui je suis et qu'on puisse mieux se comprendre et qu'on puisse développer une relation plus significative. C'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Donc, il y a eu plusieurs messages, donc je vais devoir remonter un petit peu parce que j'en ai perdu, je crois. Ah non, ok, c'est bon. Donc, Marion qui me dit, c'était pas incroyable, ça doit dater de l'enfance, donc j'ai répondu à ça. Boucher qui me dit, tout part de l'enfance, pour les blessures, bien sûr, évidemment, c'est certain, sauf qu'il ne faut pas négliger cette notion de présent. Le présent, c'est quoi? C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, elle me rappelle quoi? Elle me rappelle que peut-être que j'ai vécu des traumatismes quand j'étais enfant, mais pourquoi je suis en train de revivre les traumatismes aujourd'hui? C'est parce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui est une invitation pour que je porte mon regard sur ce que je vis en moi présentement avec cette relation-là et je sois capable de modifier ma relation avec l'autre pour être capable de mieux communiquer. Donc, ça veut donc dire que dans mon présent, je peux me soigner, je peux me guérir, je peux me libérer de mon passé. Donc, il n'est pas toujours vrai qu'il faut revenir à l'arrière dans le temps, dans le passé, pour faire un travail de guérison sur le passé. On peut aussi également reconnaître que dans mon présent, il y a plein d'occasions qui se présentent à moi pour m'amener à faire un changement. Et c'est ça un petit peu que je vous proposerais aussi d'être attentif à ça également. J'aime aussi j'ai eu beaucoup de colère. Moi, ça c'est Mélissa qui me dit ça. J'ai aussi beaucoup de colère comme Marion, mais je l'exprime. Et cette puissance n'est pas bien reçue chez les autres. La colère nous amène à nous respecter. Bien sûr, une émotion qui est, surtout au Québec, je dirais ça, je ne sais pas si c'est du Québec, Mélissa, mais bon, la colère, c'est une émotion quelque part qui n'est pas bien accueillie très fréquemment pour la simple raison que, encore une fois, il faut déterminer de quelle façon qu'on va la communiquer, cette colère-là. Et moi, si je suis en train de gueuler comme un putois, pour exprimer ma colère, c'est évident qu'il y a peu de chances que je sois bien accueilli parce que l'expression de l'émotion que je vais exprimer va être quelque chose qui va apparaître comme étant agressant pour l'autre personne. Et l'autre personne va avoir tendance à vouloir s'éloigner de moi. Si je suis capable d'exprimer ma colère, mais avec une fermeté, c'est différent. Être ferme, c'est exprimer ma colère, mais avec une façon presque positive, je dirais. Hein, il y a des choses, par exemple, regarde, tu vois, là, je suis un petit peu déçu parce que j'avais dit quelque part non à telle chose et tu m'avais dit que c'était OK, puis là, tu reviens à la charge en me demandant la même chose. Ben moi, quelque part, ça me fait vivre quelque chose dans moi parce que j'ai l'impression, je me dis, ben finalement, est-ce que tu m'avais compris la première fois? Est-ce que tu m'avais compris la première fois? Et si l'autre personne te dit oui, bon, OK, mais parce que là, tu vois, je suis obligé de te le répéter, puis moi, ça me met dans un état de malaise parce que je me dis finalement, bon, est-ce que tu comprends bien ce que je veux? Parce que moi, je t'avais déjà dit non une première fois, tu m'obliges à le dire une deuxième fois non, donc il va falloir que je te le dise une deuxième fois. Puis là, j'aimerais ça que tu le comprennes bien pour que tu ne reviennes plus là-dessus parce que moi, ça me met dans un état que je ne peux pas gérer, je me sens mal là-dedans, ça me met en colère. Et j'aimerais ça quelque part que tu comprennes que mon intention, ce n'est pas d'être en colère contre toi, c'est que tu comprennes que j'ai donné un message, j'ai donné une information, c'était non à telle chose, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Donc, vous voyez que la colère, l'exprimer de cette façon-là, c'est sans doute quelque chose de très constructif, sans doute, hein, que si on l'exprime de façon démesurément émotionnelle, bien évidemment, on est moins dans la construction puisque les gens vont plus s'attarder à la forme de l'expression qu'on va exprimer qu'au message. Et nous, ce qu'on veut, finalement, c'est mettre l'enfant sur le message. Il faut se rappeler qu'effectivement, que ce qu'on veut faire, c'est partager avec quelqu'un quelque chose. On n'a pas envie de partager de la colère dans le sens incontrôlé du terme à un partenaire, on a plutôt envie de lui faire part du message qu'on veut lui transmettre. Et ça, c'est là que ça devient intéressant d'avoir un petit journal intime,
que le journal intime nous permet de nous rappeler quelque part les bases de la communication. C'est-à-dire que oui, moi, je suis peut-être très en colère contre quelqu'un, mais ça vaut-tu la peine que j'aille l'engueuler comme du poisson pourri pour l'exprimer que je suis en colère? Je ne suis pas sûr que ça va être la chose la plus intelligente à faire. Je peux l'exprimer dans mon journal intime, que je suis en colère, puis lui dire toutes les bêtises que je veux dans mon journal intime. Mais quand j'ai fait ça, de quelle façon que je pourrais lui communiquer mon message, qu'est-ce que je veux lui communiquer pour faire avancer la relation? Et c'est ça, quelque part, il faut se rappeler, finalement, c'est ça la bienveillance qu'on a pour soi et pour les autres. De se rappeler que la colère n'est peut-être pas le meilleur outil de communication pour arriver à cette bienveillance mutuelle qu'on cherche à développer avec les autres. Ce que nous vivons actuellement au niveau de notre humanité nous permet justement de se reconnecter à la source, seul moyen de se libérer de ce que nous véhiculons depuis tant et tant de vies. Ben oui, c'est certainement, c'est sans doute quelque chose qu'on peut espérer, je dirais ça comme ceci. Je te dirais quelque part, bon, on doit espérer quelque part que ce qu'on vit actuellement au niveau de notre humanité va nous permettre de se reconnecter avec la source. Et de nous permettre justement de développer une plus grande maturité en tant qu'humain. Et ça, il faut être attentif à ça. Je pense qu'individuellement, on doit être conscient que l'humanité est dans un processus d'évolution, mais dans un processus aussi d'involution, c'est-à-dire qu'on est confronté à faire un défi, on a un défi à relever actuellement en tant qu'humanité. Et ce défi-là, il faut être les yeux ouverts, les oreilles ouvertes aussi, et la bouche ouverte aussi, dans le sens de bien comprendre quelque part les enjeux. Les enjeux, c'est que l'évolution humaine, elle ne va pas se faire parce qu'on a décidé qu'on allait évoluer tous. Elle va se faire parce qu'on va tous reconnaître qu'on est responsable et on va tous être capable de reconnaître c'est quoi le degré de responsabilité qu'on veut développer en tant que collectivité par rapport à une société. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout être humain doit individuellement se lever debout et doit être conscient que s'il veut changer le monde à la hauteur de ce qu'il souhaite, il lui faut tendre la main vers les autres êtres humains pour qu'une collectivité puisse prendre forme et que cette collectivité-là puisse avoir un impact social. Un impact social, ça veut donc dire que politiquement parlant, les gens, quelque part, qui souhaitent contrôler une communauté, ben, ils soient conscients que la communauté n'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est quelque chose avec lequel on peut échanger, partager, puisque c'est ça, quelque part, que le système politique manifeste, c'est-à-dire qu'on élit des gens pour qu'ils puissent nous représenter. Et ces gens-là n'ont pas le droit de décider pour nous de choses qu'on ne souhaite pas. Donc, pour arriver à cette évolution dont tu parles, Michel, ben je pense qu'il faut se rappeler justement que tout ça ne va pas se faire nécessairement par magie, ça va se faire parce qu'on est tous prêts à un processus d'évolution. Et ce processus d'évolution doit nous amener à tout ce qu'on a vu aujourd'hui au niveau de la communication et de la gestion des émotions. C'est-à-dire qu'on peut se sentir impuissant, être dans la peur. Pour moi, c'est des émotions qui ne sont pas constructives. Les émotions constructives sont des émotions dans lesquelles on reconnaît qu'on vit peut-être un désarroi, qu'on peut vivre effectivement la peur, tout ce qu'on veut, mais on doit aussi dire c'est quoi le besoin que j'ai pour ne plus avoir peur. Alors ça nous ramène vraiment vers la notion de responsabilisation qu'on a tous en tant qu'humains, en tant qu'individus et en tant que couple, que collaborateurs, amis, etc., et en tant que communauté aussi. Donc, c'est ça, quelque part, qui est important de se rappeler, c'est que les choses ne se feront pas par miracle. Et ça, je pense que c'est important de se rappeler que comme elles ne se font pas par miracle, il faut effectivement être conscient que chacun d'entre nous avons un rôle à jouer. Alors, on parlait tantôt de mission de vie, mais on peut certainement envisager l'idée que présentement, collectivement parlant, on a tous une mission de vie actuellement, c'est de rappeler quelque part qu'on est vivant et de rappeler haut et fort qu'on vibre à la vie. Et vibrer la vie, ça veut donc dire quelque part de faire des choix qui sont directement reliés à cette vie-là et non pas faire des choix qui répondent à la peur ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est important de se rappeler ces informations-là et dans ce sens-là, donc d'être attentif à ce qui se passe et donc chercher justement à développer des moyens quelque part pour avoir une plus grande puissance, une plus grande force en tant que collectivité. Je pense que c'est quelque chose qui est important de se rappeler aussi. Si on est même connecté à la source, on a des émotions quand même. C'est évident que les émotions sont les messagers. Donc, les messagers, quelque part, c'est qu'actuellement, dans la problématique actuelle de la collectivité, la situation qui se passe dans le monde entier, il faut se le rappeler, c'est pas juste en France, c'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada, c'est dans le monde entier qu'il se passe quelque chose de particulier. Et cette particularité-là, donc, évidemment, nous amène à vivre des émotions en tant qu'individu. Maintenant, des émotions en tant qu'individu, quelque part, nous amènent à reconnaître qu'individuellement, on a des besoins à lesquels on doit répondre pour se sentir plus en harmonie et en paix au niveau émotionnel. Donc, on est individuellement confronté à devoir prendre soin de nous.
Ensuite, on est confronté à prendre soin de nous face à des individus qui sont nos compagnons, nos amis, notre famille, etc. Et ensuite, bien évidemment, là, la problématique qui se passe actuellement dans le monde implique à quelque part que chaque individu doit aussi prendre conscience qu'il ne peut pas aller les yeux fermés à faire confiance à des gouvernements. Il doit donc être éveillé aussi à ce niveau-là et à comprendre qu'il y a des émotions qui peuvent être associées au fait que des décisions sont prises qui peuvent être il peut être en harmonie avec, hein, mais il peut ne pas être en harmonie avec. Alors, s'il n'est pas en harmonie avec, bien, il faut effectivement qu'il se dise, bon, de quelle façon que moi je peux faire des actions qui vont me permettre d'avoir un peu plus de force, de pouvoir, de puissance, pour ne pas justement être une victime, ne pas être un être soumis dans la situation. Et c'est ça, quelque part, que je pense qu'il peut être intéressant aussi de se rappeler qu'on peut, donc, on a un rôle à jouer en tant qu'individu avec nous-mêmes, en tant qu'individu avec notre entourage et en tant qu'individu, en tant que face à la communauté humaine, de quelle façon qu'on peut mieux interagir avec ça, en nous rappelant quelque part ce dont j'ai parlé de tantôt. Si on regarde actuellement la crise actuelle, on pourrait donner des explications et des excuses au gouvernement et tout ce que vous voulez, c'est sûr. Mais moi, ce que j'aimerais simplement vous poser la question, si on applique ce que j'ai vu au niveau de la gestion des émotions, par rapport à la communication non violente, par rapport à la pratique de l'enracinement, à la cohérence cardiaque, par rapport à la pleine conscience intuitive, de quelle façon que vous pouvez juger que le gouvernement dans lequel vous êtes se comporte avec vous en tenant compte de ces gestions-là. Alors, si on veut rêver un monde meilleur, il faut envisager maintenant, et on doit maintenant envisager en tant qu'humanité d'exiger à quelque part des éléments de communication qui reposent justement sur cette notion qu'on est des adultes et qu'on a envie de se tenir debout et d'être responsable en tant qu'individu. Et on a envie qu'un gouvernement pose un regard sur nous comme si on était un être responsable. Et ça, je pense que c'est ça, quelque part, qu'on doit maintenant reconnaître aujourd'hui, c'est que si on veut un monde meilleur, bien, il faut effectivement le créer, il faut plus que simplement espérer un jour qu'il puisse se manifester. Je pense qu'aujourd'hui, on doit reconnaître qu'on est en mesure de pouvoir exiger un monde meilleur. Pour un monde meilleur, bien, ça veut dire qu'il ne soit pas nécessairement meilleur du jour au lendemain, mais qu'on tende dans cette direction-là et que les gouvernements comprennent mieux, à quelque part, qu'on est une collectivité humaine et que cette collectivité humaine, elle a maturé et elle a maintenant le désir d'envisager une autre façon de voir le monde que celui qu'on a pu mettre en place aujourd'hui. Et je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à mettre en place, hein, de commencer justement à regarder de quelle façon qu'on peut créer un monde meilleur. Et la situation actuelle, c'est là que Michel, je suis totalement d'accord avec toi, c'est une situation qui est propice à reconnaître à quelque part qu'il est peut-être possible maintenant de se dire, mais finalement, si on n'y rêve pas, ce monde meilleur-là, puis on ne le réalise pas, mais qu'est-ce qui va en résulter? C'est vers quoi on s'en va. Alors, je pense qu'il faut peut-être donner un signe clair aux diverses instances gouvernementales qu'on n'a pas envie d'aller dans des directions qui ne semblent pas correspondre à ce que nous, on a envie, et que si jamais ces instances gouvernementales-là essayent de nous les imposer, bien, de chercher justement à faire valoir quelque part. Et je ne suis pas en train de parler d'une guerre, hein, je suis en train de vous parler quelque part qu'une collectivité peut se responsabiliser, puis elle peut justement collaborer entre elles pour pouvoir donner un impact de plus en plus important. Et c'est ça quelque part qu'on doit viser certainement comme société actuellement. Il faut se responsabiliser en acceptant de réaliser qui nous sommes vraiment. Exactement. C'est ça un peu la position de verticalité. La position de verticalité, c'est je suis une antenne et cette antenne-là incarne sa lumière. Et parce qu'elle incarne sa lumière, bien effectivement, elle incarne sa lumière, donc elle la partage avec d'autres êtres humains. Et parce que d'autres êtres humains, on la partage avec eux, bien évidemment, eux aussi partagent leur lumière aussi. C'est ça qui va faire qu'il y a cette transformation collective qui peut prendre forme. Et on a vu à travers donc la pratique de l'enracinement, la cohérence cardiaque, la méditation. C'est toutes des pratiques qui peuvent nous renforcer dans cette expérience de la lumière. Et évidemment, la communication non violente, qui peut être une belle façon aussi d'apprendre à gérer davantage notre communication. Je pense que le meilleur chemin, c'est de créer en fonction de nos valeurs les plus hautes et de suivre ce qui nous met en joie pour continuellement vibrer haut et garder notre feu allumé. C'est complètement juste. Hein. Je pense que qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on est excité à se lever le matin et avoir envie de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vibre en nous, qui nous stimule à nous lever le matin, qui nous stimule à vouloir faire quelque chose. Alors, tant et aussi longtemps qu'on a ça, ça veut dire qu'on incarne, on est dans notre mission de vie, on incarne la lumière qui est en soi. Quand on se lève le matin et qu'on n'a pas envie de se lever le matin, puisque ce qu'on fait faire toute notre journée est ennuyant, puis que ça ne nous stimule pas, puis ça ne nous nourrit pas, ça veut donc dire quelque part qu'on n'incarne pas notre lumière. Donc, c'est une question intéressante à se poser. Puis si c'est le cas, qu'on n'a pas envie de se lever parce qu'on n'a rien qui nous stimule, bien, on doit se dire, mais c'est de quoi j'ai besoin pour changer cette situation-là. Donc, vous voyez que c'est là qu'on revient à la notion de responsabilité qui est essentielle dans la gestion individuelle, interpersonnelle
et collective de l'humanité. Donc, on est dans une belle démarche et je pense que finalement, le thème de ce petit webinaire-là est un thème intéressant puisqu'il nous permettait justement d'avoir une vision vraiment, de faire un genre de petite synthèse un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'êtres humains, individuellement, d'une façon interpersonnelle, puis collectivement, pour favoriser donc un monde meilleur. Il y a Marion qui me revient. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour ce partage très éclairant. Et merci pour les pistes pour communiquer avec, malgré les colères, qui est effectivement une émotion difficile à assumer et mal perçue. C'est sûr. C'est pour ça justement que le petit journal intime, ou même des fois aller dans la bois pour crier ou prendre un truc pour frapper, je ne sais quoi, des façons de décharger l'émotion. Parce que si on ne décharge pas l'émotion, malheureusement, on risque de la décharger sur quelqu'un. Et quand on la décharge, ce n'est pas la meilleure façon de communication, ce n'est pas la meilleure façon d'arriver à se faire entendre non plus. Alors, je pense que ce serait vraiment intéressant d'être attentif à ça pour favoriser une communication plus saine avec notre entourage, en se rappelant justement cette notion de bienveillance là, qui est l'objectif qu'on a tous à mettre en place par rapport à la communication. Oui, c'est sûr que le garder à l'intérieur, c'est vraiment la moins bonne façon de gérer nos émotions, de colère, puisque ça peut être une énergie créative qu'une énergie de colère. Donc, il faut bien regarder ça aussi. J'ai aussi bien aimé l'explication sur la colère. Bon, mais tant mieux, ça me fait bien plaisir de l'entendre. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires avant qu'on termine sur ce petit entretien que nous avions sur comment gérer nos émotions. S'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires avant qu'on termine. Comment convertir la colère? Bien, en fin de compte, la colère, c'est une irritation. Alors, le danger d'une colère, c'est quelque chose qui se répète. Un événement se répète. Par exemple, j'ai l'impression de ne pas être entendu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, bang, je suis en colère. OK? Alors, je pense que c'est quelque chose qui doit être, on doit être attentif à cette notion d'usure. L'usure, c'est que si je vis quelque chose, mais que je ne me reconnais pas suffisamment, par exemple, j'ai l'impression qu'on ne m'a pas entendu une première fois. Mais comme je ne me reconnais pas suffisamment, je laisse passer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, parce que je n'ai pas reconnu que j'avais assez de valeur, que je n'étais pas assez important pour faire comprendre aux personnes que je me sentais, que j'avais besoin quelque part, qu'elles me donnent un signe, qu'elles m'avaient compris, et que le signe, bien évidemment, ça impliquait, bon, par exemple, qu'elle agisse d'une certaine façon pour me faire comprendre qu'elle a compris le message que je lui avais transmis. Donc, vous voyez que la colère, c'est quelque chose qui est souvent relié à la répétition. Comme je n'ai pas assumé un état, ben quelque part, moi, j'explose parce que l'état que je n'ai pas assumé est devenu tellement fort qu'à un moment donné, j'en perds mon contrôle et j'explose. Donc, première chose, journal intime. Le journal intime est quelque chose d'intéressant parce qu'il nous permet de porter un regard sur les émotions qui sont en soi et évidemment, les états de frustration qui peuvent être manifestés. Première chose. Deuxième chose, reconnaître que l'émotion de colère, c'est un messager. Donc, le messager, ça veut donc dire qu'il me frappe à la porte en me disant, Sylvain, j'ai un message à te donner. Alors, le message, qu'est-ce que c'est? Donc, chaque émotion de colère est un messager. Donc, c'est une information. Cette information, je n'ai pas à la juger. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. Elle est simplement reliée à une information, à un messager qui souhaite me communiquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut me communiquer? Donc, c'est là que ça devient intéressant parce que là, on peut comprendre, OK, la colère est là parce qu'elle veut me dire que je ne me respecte pas dans telle situation. OK? Donc, ça, c'est important. Alors, si j'ai cette information-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que moi, je vais me dire, qu'est-ce que tu as besoin pour te respecter, pour ne plus être en colère? Alors, tu as besoin peut-être, justement, d'aller dans telle situation, d'exprimer à telle personne telle chose, etc. Donc, je vais apprendre à me sortir d'une zone de confort que j'appelle mes zones de confort inconfortables. Parce que quand je vis de la colère d'une façon perpétuelle, ça veut donc dire quelque part, je ne me donne pas l'autorisation d'assumer mon émotion. Et c'est là quelque part que je deviens piégé. Donc, si je prends le temps d'exprimer des besoins que moi j'ai, par exemple, je pourrais dire, tiens, si je prenais soin de moi une fois par jour, j'allais prendre une marche, une promenade d'une demi-heure pour me retenir plus en forme. Je générerais donc une énergie plus saine, plus positive. Et si je prends le soin de déterminer les besoins que je pourrais exprimer à des personnes concernées, mais je pourrais leur dire, ben, regarde, quand je te dis non, par exemple, pour revenir avec l'exemple de tout à l'heure, quand je te dis non à quelque chose, je m'assure quelque part que
tu le respectes en agissant de telle façon, telle façon, telle façon, qui m'indiquerait que tu as compris que j'ai dit non. Parce que là, actuellement, je te dis non, mais tu te comportes de telle façon qui me laisse croire que tu n'as absolument pas intégré le fait que je t'avais dit non. Donc, c'est là, quelque part, qu'on peut arriver à une communication qui est plus favorable, plus positive par rapport à notre entourage. Donc, ça, c'est des éléments, je pense, de base. Je ne sais pas si je réponds à la question de Marion concernant ça, mais convertir la colère en énergie créative, c'est finalement, dans mon sens à moi, c'est quand on respecte notre colère qu'elle va devenir créative. Parce que la colère, c'est un messager, et ce messager, si je l'interdis d'exister, il va devenir une énergie de perturbation. Si j'accepte qu'elle existe, elle devient effectivement créative parce qu'elle devient de l'énergie que je transforme pour me donner la permission d'être en harmonie avec qui je suis. Donc, elle devient automatiquement créative. La technique de respiration, je ne l'ai pas retenue. C'est une technique de la cohérence cardiaque. Vous pouvez aller sur Internet, sur YouTube et faire exercice de cohérence cardiaque. Vous allez voir qu'il y a des petites vidéos très simples qui vous montrent un peu comme des rythmes respiratoires. Moi, je vais vous donner une technique qui n'est pas nécessairement celle de la cohérence cardiaque parfaite, mais c'est une technique de yogi. C'est 3-6, c'est-à-dire inspiration 3 secondes, expiration 6 secondes. Vous voyez, 3 secondes, 6 secondes. Et on fait ça pendant à peu près 5 minutes. On observe ce que ça nous fait. Ça peut être une façon de procéder. Sareska qui me dit justement, Marion, moi, ce qui me met en colère, c'est l'énergie soi-disant créative, complètement décomplexée et envahissante et sponsorisée par d'autres gens, d'un tiers, d'un jeune musicien. Ce serait en concurrence entre une créativité bruyante et une créativité basée sur une posture plus introvertie. Alors, tu vois, ce qui est intéressant dans cette colère-là dont tu parles, Sareska, c'est que là, tu focuses sur, ça te met en colère, et là, tu focuses sur quelque chose en pointant du doigt. C'est une énergie soi-disant créative, complètement décomplexée et envahissante, et sponsorisée par d'autres gens, d'un tiers, d'un jeune musicien. Ce serait une concurrence entre une créativité bruyante et une créativité basée sur une posture plus introvertie. Alors, tu vois, là, tu es en train de pointer du doigt quelque chose. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, Sareska, c'est pourquoi cette colère-là? Là, tu vas me dire, oui, tu as pointé du doigt, mais si tu te ramènes vers ta responsabilité, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, quelque part, te mettent tant en colère que ça? Ils ne te changent rien dans ta vie. C'est des gens, quelque part, qui se disent créateurs, qui se disent, semble-t-il, décomplexés, d'après ce que tu dis. C'est un regard que toi, tu portes vers eux. Ça peut être envahissant, c'est un regard que tu portes vers eux. Ils sont sponsorisés par d'autres gens. C'est un regard sur eux aussi. Tu vois, c'est plein de choses comme ça qui sont reliées à l'extérieur, mais qui ne sont pas vraiment reliées à toi. J'ai dit non, mais ils ne veulent pas l'entendre. Oui, mais tu as dit non à quoi? Parce qu'effectivement, c'est non à quoi que tu dis. Parce que là, je ne comprends pas très bien, parce que ce que tu sembles dire, c'est que tu dis non à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de tes émotions. Tu ne parles pas de tes émotions quand tu me dis ça. Tu parles juste des gens que tu as pointé du doigt et tu dis non à ces gens-là. Mais tu dis non à quoi? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Merci Marion, tant mieux si j'ai répondu à tes questions. Alors, Marion dit oui, parce que moi, par énergie créative, je voulais plutôt dire énergie positive et constructive, qui pas forcément une créativité du monde artistique. Ouais, mais c'est ce que j'avais compris aussi. Ça reste que ça, j'aimerais ça que tu m'expliques plus, parce que finalement, l'idée de je reviens avec la communication non violente, où on dit, il y a une expérience, un fait. Un fait, ça serait de dire, bon, ben, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est présenté à moi, OK? Avec, bon, elle a fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, OK? Ça, c'est une première chose. Moi, j'ai eu une émotion. Pourquoi tu as une émotion? Ça reste là, ce serait parce que, justement, tu as senti quelque part cette personne-là était trop décomplexée, trop envahissante, trop sponsorisée par d'autres gens, etc., etc. Donc, tu as plein de raisons à me dire que tu as eu une émotion, mais tu ne me dis pas l'émotion. Tu me dis qu'il y a une émotion de colère. Mais pourquoi cette émotion de colère-là s'est manifestée en toi? C'est ça, quelque part. C'est-à-dire qu'on décrit, on consacre une émotion de colère. Une bonne nouvelle, c'est un messager de l'émotion de colère. Maintenant, pourquoi cette émotion de colère s'est exprimée en moi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre, moi? Par exemple, tu pourrais me dire, je suis fâché parce que ces gens-là ne me donnent pas de valeur.
Hein, il s'imagine être mieux que moi, mais il ne me donne pas de valeur. Donc, l'émotion qui te gêne, c'est que tu n'as pas de valeur. On ne te donne pas la valeur que tu mérites. Donc, déjà, c'est beaucoup plus intéressant d'arriver à cette conclusion-là que de pointer du doigt les autres personnes en disant comment ils sont. Parce que là, tu es en train de t'attribuer un pouvoir sur ton expérience. Parce que ça veut donc dire, si j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur après ces gens-là, c'est peut-être parce que justement, je ne me comporte pas en accord avec qui je suis. Donc, de quelle façon, quoi le besoin que j'aurais pour m'agir d'une bonne façon, pour être en harmonie avec moi à ce moment-là. J'ai dit que ça me dérange, je suis interrompu dans mes activités tranquilles. Je sais que ce serait possible d'aller répéter le saxophone dans une pièce qui se trouve plus loin. Ce sont des gens que je connais. Oui, ils ne me donnent pas de valeur. Donc, tu vois, là, tu fais part de quelque chose d'intéressant par rapport à une émotion que tu vis. Tu as le sentiment de ne pas avoir donc de la valeur, qui ne te reconnaissent pas ta juste valeur. Donc, évidemment, à ce moment-là, ça veut donc dire quelque part que tu peux donc arriver à te dire c'est quoi le besoin que j'aurais pour m'en donner de la valeur par rapport à moi et qu'est-ce que je pourrais demander à ces personnes-là pour qu'ils me reconnaissent dans la valeur que je demande d'avoir, tu vois. Et c'est là, évidemment, qu'on commence justement à se mettre dans une position où on se réapproprie un certain pouvoir par rapport aux gens, tu vois. Je te remercie. Donc, Son, belle soirée à toi aussi. Donc, Saraska, c'est ça. Donc, moi, c'est ça que j'avais envie de te dire par rapport à ça. Ça serait donc de reconnaître effectivement que toi, tu as un besoin de te reconnaître par rapport à ça. Ce besoin-là, bien évidemment, c'est que si tu dis que ça te dérange, puis que tu es interrompu dans tes activités tranquilles, alors que tu leur as dit que tu voulais que ça te dérangeait, bien quelque part, une chose qui peut être faite, c'est cette notion de bienveillance qui peut être travaillée. Hein, je ne dis pas qu'on va trouver des solutions à toutes choses dans la communication. La communication n'est pas toujours facile et il y a plein d'éléments. Mais si on dit à quelqu'un, écoutez les amis, je vous apprécie beaucoup. J'aime pouvoir partager mes activités avec vous, sauf que présentement, j'ai besoin de tranquillité. Puis on dit, j'ai besoin de tranquillité, je dis un peu n'importe quoi, là. J'ai besoin de tranquillité le lundi et le mercredi soir parce que je fais mes activités à ce moment-là. Est-ce que ce serait possible pour vous de pouvoir justement tenir compte de ça en étant présent, mais en faisant vos activités de telle façon pour que je ne sois pas dérangé. Alors là, on est en train de tendre la main vers les gens. Ça, c'est vraiment important, cette notion de tendre la main. Parce qu'on peut dire à quelqu'un, tu me déranges. Et là, la personne, qu'est-ce qu'elle va comprendre de ça? C'est, me sens agressé. Tu me dis que je te dérange. Donc, je me sens agressé par toi. Et c'est là, quelque part, que peut-être tu vas me dire, pour eux, c'est ridicule d'avoir besoin de tranquillité. Mais là, tu vas dire, je comprends que pour vous, ça puisse être ridicule, mais pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Puis j'aimerais ça, si c'est possible pour vous, de me donner une plage horaire. Puis c'est là que ça demande de l'adaptation. C'est-à-dire que toi aussi, tu vas faire comprendre aux gens que tu as compris que pour eux, c'était ridicule d'avoir besoin de tranquillité et que tu respectes ce besoin qu'ils ont de se dire que ce n'est pas nécessaire, mais que pour toi, c'est important. Et que parce que c'est important, tu as besoin effectivement d'être entendu là-dedans, puis qu'on te propose quelque chose qui puisse te présenter, que j'ai présenté. Oui, donc j'ai pensé à un système de signaux, tu vois, tu es en train de trouver des solutions. Alors c'est sûr que cette notion-là, finalement, on peut toujours le faire dans le drame qui est relié à la colère dont on parlait tantôt, qui va faire que la communication va être difficile. Si on est dans la bienveillance, puis qu'on est dans une tentative justement de proposer des solutions pour amener quelque chose qui va permettre une forme de bienveillance mutuelle, c'est-à-dire on va accepter qu'on est différent, on va accepter que moi j'aime le bruit, puis toi tu n'aimes pas le bruit, puis que je vais faire une concession pour est-ce que quelque part on doit trouver un arrangement. Ça, c'est de la bienveillance. Et cette bienveillance-là, elle n'est pas parfaite, mais elle doit être travaillée. Et que quand on apprend justement à la travailler, c'est là qu'on arrive justement à trouver des solutions. Et ça, je pense que c'est vraiment important de bien se le rappeler. Mais ça, c'est peut-être une incompatibilité, ça m'est déjà arrivé. L'important au final, peu n'importe le résultat, c'est de se choisir. Absolument. L'idée de base, c'est de se choisir, sauf que tant et longtemps qu'on ne s'est pas choisi avec la bienveillance envers l'autre, on peut difficilement arriver à trouver des résultats qui vont nous amener. Donc, c'est pour ça que moi, je propose ça un petit peu à Saraska, de tenter quelque chose qui pourrait amener cette notion de bienveillance mutuelle. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'évidemment,
le jugement, le regard mutuel qu'on peut se porter est un regard de jugement mutuel qui fait souvent qu'on va s'éloigner de la bienveillance parce qu'on va faire valoir notre point de vue au détriment d'autres points de vue, alors que finalement, les deux points de vue sont valables. Et de quelle façon on peut trouver une forme de partage dans deux points de vue différents, c'est là que ça devient intéressant. Je trouve vraiment très intéressant, Sylvain, le lien que tu fais entre les émotions et la communication non violente. C'est vrai que c'est un énorme outil pour faire monter le niveau de bienveillance dans le monde, même à une toute petite échelle. Et du coup, avoir aussi moins d'émotions difficiles à gérer, comme la colère, la frustration, le sentiment de justice. Je te remercie, mais oui, de toute façon, la communication non violente est orientée là-dessus. Hein. Toute la communication non violente a une volonté, on lit des sages là-dessus, etc. Donc, on cherche vraiment à faire valoir cette notion qu'on peut mieux communiquer par cette façon de transmettre un échange dans lequel on ne cherche pas à juger l'autre, mais on cherche à collaborer avec l'autre. Et c'est quelque chose de beau. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous à travailler là-dessus pour améliorer. Et surtout avec les situations actuelles que l'on vit, où il y a beaucoup de tensions, parce que le gouvernement prend des décisions assez qui ne sont pas toujours compréhensibles. Il y a de la tension parce que les gens, il y a des gens qui sont en accord, des gens qui sont en désaccord. Donc, je pense qu'à quelque part, on est dans une position où cette notion de bienveillance et d'acceptation et de compréhension mutuelle doit être mise à jour, doit être faite pour que justement l'être humain puisse développer ce monde meilleur que l'on souhaite tous. Alors, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. OK, donc, il y a également donc, un petit commentaire ici. Ça reste qui dit les parents victimisent leurs enfants parce qu'ils ont été adoptés. Ce sont maintenant des adultes, mais on n'ose rien faire qui puisse les obliger à faire des concessions. Mais peut-être j'arriverai à modifier la situation. Le confinement fait que le jeune adulte est souvent à la maison. Cela a exacerbé le problème. Alors, bien sûr que la chose la plus importante là-dedans, et ce n'est pas la manipulation, c'est que si toi, je suppose que si tu collabores avec ces personnes-là, c'est peut-être parce que tu as une forme d'appréciation dans ton échange avec ces gens-là. Donc, c'est important de bien mettre en avant cette appréciation-là pour commencer. Parce que ça permet de s'enlever la tension. OK, j'apprécie beaucoup qui tu es, j'apprécie beaucoup vos talents, je ne sais quoi. Mais là, maintenant, moi, j'ai un besoin que je peux comprendre, qui peut être lourd pour vous. Par exemple, j'ai besoin de tranquillité alors que vous aimez le bruit. Je peux comprendre, ça peut être embêtant, mais moi, j'ai vraiment besoin de, par exemple, là, on précise notre besoin. Notre besoin, c'est 2 fois par semaine, de telle heure à telle heure. C'est important de préciser. Est-ce que vous pensez que vous pourriez m'offrir ça? OK? Alors, ça veut dire quelque part qu'on est dans une position où on n'est pas en train de pointer du doigt et de dire que l'autre n'est pas respectueux, je ne sais quoi, non. On cherche vraiment à créer quelque chose de plus sympathique, dans lequel la bienveillance est mise en avant et on demande une bienveillance à notre égard. Parce que nous aussi, on est conscient qu'on n'est pas comme eux, puis eux ne sont pas comme nous, qu'on ne les juge pas, on accepte à quelque part qu'ils sont comme eux, puis que nous, on est comme nous, et que dans ces conditions-là, on propose un genre de moment. Ce serait possible pour vous 2 fois par semaine de me donner du calme, de la tranquillité. Alors, c'est une façon qui est importante de préciser c'est quoi mon besoin. Mon besoin, c'est 2 fois par semaine, de telle heure à telle heure, j'ai besoin de tranquillité. Et on demande justement aux gens concernés de nous respecter par rapport à ça. Donc, c'est une façon de nous amener vers des solutions plus saines, plus positives. Ce n'est pas toujours gagné, j'en conviens, mais en même temps, c'est une façon, je pense, intéressante de pouvoir travailler dans cette notion de communication plus saine et plus authentique avec notre entourage pour parvenir à atteindre une accalmie, puis une tranquillité, puis un équilibre plus grand dans nos relations et nos échanges. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on termine? Donc, de toute façon, comme vous savez qu'en début de mois d'octobre, de toute façon, vous allez avoir également une conférence, je n'ai pas encore déterminé exactement la date, mais ça va se faire très bientôt, une conférence qui donc a lieu chaque mois, je donne un sujet de conférence, et puis évidemment le webinaire mensuel qui est toujours à la fin du mois, qui va être également proposé. Demain, pour ceux qui sont intéressés, je donne une conférence qui est payante en Belgique, je vais être au Québec, mais c'est une conférence qui va avoir lieu en Belgique, tout près de Liège, dans la Soumagne, voilà. C'est la Convie qui organise ça pour moi. Donc, c'est une conférence que si vous êtes intéressé, vous pouvez
pouvoir justement bénéficier de cette conférence-là dans laquelle il y aura donc un tirage de consultation pour ceux qui s'intéressent. Donc, c'est payant, mais il y a donc un petit service une petite proposition d'enseignement de conférence. Je regarde cette consultation qui va être proposée à la toute fin. Je vais en parler avec les organisateurs. Et puis, donc voilà, donc ça c'est pour demain. Et puis, vous savez que je vais donc être en octobre en Bretagne, tout en étant toujours au Québec. Je fais une petite tournée en Bretagne et dans lequel il y aura un week-end d'introduction ici qui va avoir lieu donc la fin octobre. Vous allez recevoir l'information au début dans le prochain mail que je vais envoyer. Et vous avez donc l'opportunité à ce moment-là, bien évidemment, de suivre ce week-end-là en ligne, puisqu'évidemment, la situation est propice pour ça actuellement. Et c'était pour moi impossible d'aller en Bretagne. L'organisateur m'avait déconseillé d'y aller, tout ça, donc voilà. Et puis, suite à ça, pour ceux qui je ne vois pas de mission, je vais donc aller à Annecy, après la Bretagne, et ensuite, je vais aller en Suisse. Alors évidemment, ça encore, c'est en pourparlers, c'est en discussion. Je dois regarder un petit peu cette semaine comment les choses évoluent à ce niveau-là pour déterminer si j'irai faire un tour donc physiquement là-bas ou si tout va se faire en ligne également. Vous serez mis au courant, bien sûr, de tout cela. Et puis pour les gens du Québec, bien évidemment, c'est que je suis en train d'écrire un livre et je suis en train de finir. Donc, tout comme ça, tout se fait en ligne, bien évidemment, tous les gens du Québec peuvent bénéficier aussi des enseignements en ligne de la même façon. Donc, vous serez tenus au courant aussi dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis les consultations et tout ça, c'est la même chose. C'est toujours possible de le faire en ligne également. Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour ce petit échange qui a été très agréable. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donc fait progresser comme vous le souhaitiez concernant la gestion des émotions. Évidemment, on pouvait aborder d'autres sujets. On l'a vu, l'émission de vie, on a beaucoup abordé ce sujet-là aussi. Donc je pense que c'était très intéressant de pouvoir aborder ça avec vous. Alors je vais vous souhaiter donc une belle fin de soirée pour ceux qui sont en Europe et une belle fin d'après-midi pour ceux du Québec et pour tous les autres, bien, selon le moment que vous allez visionner la vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et à une prochaine fois, avec un plaisir. Au revoir.